Complices, Karim et Guy rient ensemble de leur propre galère. Guy, le collègue de Karim, a toujours travaillé au Black. Sans papier, il est arrivé en France il y a 6 ans. Avant ça, dans son pays, il suivait des études de criminologie. Un diplôme de criminologie? Oui. C'est génial. Je savais pas. Et qu'est-ce que tu fais là alors? Qu'est-ce que tu fais là alors? Avec les chantiers? Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, avec tout ce que tu as dans la tête, tu parles bien français. Mais ici en France, il faut qu'ils acceptent mes papiers d'abord. Ouais. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des infiltrés. Vous en connaissez maintenant le but, approcher, dévoiler une réalité souvent interdite grâce à nos journalistes qui vivent eux-mêmes les situations de l'intérieur. À travers eux et via les caméras discrètes dont ils sont munis, nous découvrons ce qu'on ne peut pas voir d'habitude. Avant toute chose, il y a 15 jours, nous avons diffusé une enquête sur la maltraitance en maison de retraite. Vous avez été nombreux à nous faire confiance et nous vous avions promis d'y revenir. Voici ce droit de suite. Pour enquêter sur la maltraitance dans les maisons de retraite, notre journaliste s'était infiltré dans l'une d'entre elles. Équipée d'une caméra cachée, elle a filmé le quotidien d'un établissement public. Isolés, mal soignés, les résidents y étaient aussi parfois maltraités. Vous me faites mal, hein? Eh ben vous avez qu'à arrêter et faire ce qu'on vous dit. Manque de personnel, manque de qualification, les employés semblaient largement dépassés. Malheureusement, on est un peu contraint de faire les toilettes comme des robots, quoi. Parce qu'on ne sait pas. Bon, quand on est 3, ça va, mais quand on est 2 pour 36 résidents, c'est impossible, quoi. Dans cette maison de retraite, les personnes âgées y étaient presque oubliées. Je vois personne de la journée, à part pour le déjeuner, il y a 4 heures. Personne. C'est pour vivre ici, hein. C'est survivre. Et encore, c'est croupir. Dès le lendemain de la diffusion de ce document, Valérie Létard, ministre de la Solidarité, se rend dans l'établissement en question situé en Seine-et-Marne et annonce immédiatement l'ouverture d'une enquête. Je demande une enquête parce qu'il y a des images et des situations inacceptables. Nous fermons chaque année 100 établissements. Nous mettons à pied chaque année un certain nombre de professionnels pour ces raisons. Ce que je veux dire, c'est que chaque année, on prend les mesures nécessaires avec nos services suite à des signalements qui nous sont faits régulièrement ou suite à des enquêtes qui sont menées par les professionnels des DAS. Mais pour le personnel, ce sont les conditions de travail qui sont en cause. Je pense que les personnes qui ont fait cette maltraitance sont peut-être en difficulté ou peut-être pas à leur place, effectivement. Mais je pense que ce n'est pas en les jetant qu'on va améliorer les choses. Sur place, les proches des personnes âgées s'indignent d'une telle situation. Cette histoire m'interpelle. J'ai besoin de savoir exactement, plus précisément certaines choses. Oui, bien sûr. Vous êtes inquiète? Un peu. À ce jour, 2 enquêtes sont ouvertes. L'une judiciaire pour des faits de maltraitance, l'autre administrative portant sur le fonctionnement même de l'établissement. Par ailleurs, une cellule de recrutement vient d'être mise en place. 32 postes sont à pourvoir. Mais pour certains professionnels du secteur, la situation de cette maison de retraite n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce qui est inacceptable, c'est de faire croire que ce sont des personnels, que c'est un cadre soignant, que c'est un directeur qui est responsable de ça. La responsabilité, elle vient de ce qu'est la honte de notre pays, c'est le manque d'attention à l'égard de nos aînés fragilisés. Ce que je peux vous dire... Pour pallier le manque de personnel, la ministre Valérie Létard promet 400 000 embauches d'ici 2015 dans nos maisons de retraite. Quant au contrôle mené par les DAS, le gouvernement l'assure, désormais 80% des inspections seront inopinées. Voilà pour ce droit de suite. Ce soir, le document que nous vous proposons nous projette dans un tout autre univers,
le travail au noir. On le dit en pleine expansion, certains parlent de poison pour l'économie, de dizaines de milliards d'euros de fraude. Alors le travail au noir, on en entend parler, on l'a croisé parfois, mais il reste invisible. Quelles sont les pratiques, les arrangements, les rapports avec les employeurs? Pour le découvrir, ce n'est pas un, mais 3 journalistes qui se sont infiltrés dans des entreprises, du bâtiment, de la restauration ou de la sécurité. Ils ont travaillé, ils ont regardé, ils ont écouté. C'est un monde parallèle qu'ils ont exploré. Je vous présenterai tout à l'heure ceux qui sont autour de moi et qui auront à répondre. D'abord, ma vie au noir. Voici l'enquête des infiltrés. Au noir, au black, clandestin ou dissimulé, quel que soit son nom, le travail non déclaré est depuis longtemps en France un véritable fléau. Un fléau qui coûte cher, plus de 50 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Employeur véreux, loi contournée, sans couverture sociale, le travailleur au noir est toujours la première victime. Pendant plusieurs mois, 3 de nos journalistes ont enquêté sur ce système, équipé de caméras cachées. Ils se sont infiltrés dans le monde de la restauration, de la sécurité et du bâtiment. Pour l'occasion, Laurent est devenu livreur. Yanis a été embauché comme maître chien. Karim, lui, a été employé en tant que manœuvre sur un chantier. Au même moment, une autre de nos caméras a suivi les opérations discrètes d'une cellule de gendarmerie qui lutte contre le travail illégal. Gendarmerie, ouvrez la porte! Banlieue nord de Paris. À bord d'un véhicule discret aux vitres teintées, nous nous positionnons devant l'entrée de ce magasin spécialisé du bâtiment. Plaques au plâtre, ciment, tuyauterie, peinture, c'est ici que les professionnels du BTP viennent faire leurs courses. C'est ici aussi, parfois, qu'ils recrutent illégalement cette main-d'œuvre qui attend sur le trottoir. Il est 8h30 du matin. L'aventure de Karim, notre journaliste, commence. À la recherche d'un travail, Karim va tenter sa chance comme manœuvre sur un chantier. Fils de maçon algérien, il connaît un peu le métier. Ce matin, dans la peau d'un manœuvre, notre infiltré n'est pas le premier sur le trottoir. Avant lui, des hommes débarqués à l'aube marquent déjà leur territoire. Non, non, moi. Algérie. Roumains, Bulgares, Sierra-Léonais, Algériens, à Aubervilliers ce matin, la France des sans-papiers s'est levée tôt. Devant l'entrée du magasin, chacun espère être embauché au noir. Méfiance et silence. Pas facile pour Karim de lier contact. Vous êtes là depuis longtemps, non? Hein? Vous êtes là depuis longtemps? 7h30. Ah, 7h30. Chacun pour soi, chacun sa chance. D'un côté, les Roumains et les Bulgares. De l'autre, des travailleurs venus d'Afrique noire et du Maghreb. 2 heures après être arrivé, un premier employeur s'avance. Bonjour. Bonjour. On veut faire le carrelage. Manœuvre. Ah, manœuvre. Carrelage. Pas de chance. Parmi ces travailleurs, certains ont de l'expérience, d'autres improvisent. C'est au plan de voir faire apprendre. Prends des autres tous les jours par la demande. Tous les jours. Combien tu demandes la journée? Hein? Combien de monde la journée? Elle demande jusqu'à 14 ans. 130 euros. Ah, l'électricien? L'électricien, c'est 80, 90. Putain. Chaque métier, chaque communauté a ici son tarif. Les Roumains, 35 euros. 35 euros. C'est des gens qui connaissent même pas. 11h du matin, un camion s'arrête devant le magasin. Autour de lui, quelques travailleurs s'affairent. Chacun se vend alors comme il peut. Non, il n'y a pas de problème. Là, la question de travail, je ne parle pas. J'ai travaillé une jour, 2 jours. Si j'ai mal travaillé, je travaille gratuit.
L'homme au volant demande un maçon. Quelques secondes plus tard, le marché est conclu. Une manœuvre, non, tu cherches pas un manœuvre. Toujours pas de travail pour Karim aujourd'hui. Mustapha, il faut apprendre métier. Manutention, il n'y a plus. Moi, j'ai travaillé comme... Règle numéro 1 chez les travailleurs clandestins, savoir attendre, souvent pour rien. Depuis le matin, c'est 2 personnes qu'on a pris aussi. Et une personne, ça fait 3 personnes aujourd'hui, depuis le matin. C'est comme ça. Les distances, c'est comme ça. On ne force pas. Jamais. Je ne vois pas. Il est bientôt midi, c'est fini pour aujourd'hui. Karim ne travaillera pas. Les patrons ne passent que le matin. Je vais attendre jusqu'à midi. S'il n'y a rien à midi, je vais rentrer. Et demain, je viens à 7h. 7h moins quart ou 7h 7h moins quart. D'accord. Le lendemain, 6h45. Comme hier, comme demain, les mêmes sont là. Pour Karim, la journée commence un peu mieux. À peine arrivé, une voiture s'arrête à son niveau. Moi, je suis manœuvre. Pas besoin, non. Chercher un maçon, un électricien. Oui, maçon, mais pas aujourd'hui, c'est demain. Ah, demain. De l'autre côté du trottoir, Karim retrouve son acolyte de la veille. Il s'appelle Guy. Si Dieu y veut, j'espère aujourd'hui. Lui, ça fait 2 ans qu'il fait le trottoir. Les astuces pour trouver du travail, il les connaît toutes. Ah, ça... j'ai compris ma leçon hier. Une demi-heure plus tard, sur le parking du magasin, une voiture attend portière ouverte. Guy a été appelé par le conducteur avant de dire à Karim de le rejoindre. Oui. Quel pays? Algérie. Algérie, moi, À peine sorti du parking, le chef fixe les horaires et parle salaire. Je dois 500 € par jour. Commencer à 8h jusqu'à 5h. Hein? Fini. Pour quelle entreprise vont-ils travailler? Pour combien de jours? Guy et Karim, notre journaliste infiltré, en route pour le centre de Paris, n'en savent pour l'instant pas plus. Le bâtiment n'est pas le seul secteur touché par le fléau du travail au noir. Dans la peau d'un chômeur, nous sommes allés chercher du travail dans la restauration. Sur son scooter, Laurent, l'un de nos reporters, s'est rendu à un entretien d'embauche pour devenir livreur. Le patron de ce restaurant, qui a publié une petite annonce, est à la recherche d'un coursier motorisé. Mais à certaines conditions, pas franchement légales. Si je te déclare, je pose une question, si je te déclare comme employé ponctuel, c'est-à-dire que tu es employé chez moi mais tu bosses quand j'ai besoin, ça peut être une fois par mois, est-ce que ça nuit à tes droits? Non, on peut faire ça. Est-ce que ça te nuit à tes droits ou pas? Par exemple, si je te déclare, tu as bossé 2 jours dans le mois. Non, ça n'empêche pas, ça... C'est pas gênant? Non, pas du tout. Donc moi, ça me prouve. Ouais. Toi, tu es officiellement chez moi, tu peux te faire arrêter par équipe, je suis livreur, je travaille chez tu es en règle. Ouais. Tu as un accident, n'importe quoi, parce que là, tu es gentil, tout va bien, mais si maintenant tu n'es pas déclaré et que tu as une couille, que Dieu préserve, tu as un accident grave, n'importe quoi, qui est-ce qui va t'emmerder? C'est moi. Parce que tu vas dire, ouais, mais moi je bossais chez vous, machin, mais tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux être carré, au moins un minimum. Je te déclare en gros, à la fin du mois, on dit, ok, bon, je te déclare, je sais pas moi, 8 heures dans le mois, tu as bossé 2 jours pour moi, par exemple, je te fais une fiche de paye avec un petit truc et le reste comme ça. Autre condition pour obtenir ce boulot, être polyvalent. Sans attendre, notre journaliste est mis à l'épreuve. Premier exercice, apprendre à faire la sauce fétiche du restaurant. Ça va? Ça se passe bien? Ça va. Franchement, c'est détente. Si tu respectes les règles qu'ils te donnent au début, t'es détente. D'accord. Bon, là, je suis en train de faire une mayo ketchup, je sais pas quoi, là. D'accord?
D'accord. Les gens aiment ça. Ouais. Moi, je sais pas, je sais pas. Mayo ketchup, c'est pas mal. C'est le barbecue, quoi, non? Oui, on peut ça comme ça si tu veux. Mais je sais pas, les gens, ça les fait kiffer, ils se prennent des mairies, pourquoi pas. Donc c'est un héros, on fait ce qu'on peut. Ouais, ça te va comme ça ou tu veux un peu plus? Ou t'en veux plus quoi? Ouais, largement, on a pour 2 mois là. En quantité, ouais, maintenant il faut que ça soit un peu plus rouge. Non mais j'imagine, mais il va venir. Voilà, c'est bon. C'est bon. Merci. Il est bientôt midi, l'heure des livraisons approche. Dernière consigne avant de partir. Le fond de caisse, ici il y a 15 €. 8, 10, 12, 13, 14, vérifie en même temps. 14, 14,60 plus 40 centimes, 15. D'accord. Ça c'est ton fond de caisse. D'accord. Où tu veux le mettre? Ah bah dans mon portefeuille. Où tu... Non, pas dans ton portefeuille. Voilà, dans ma poche, dans ta poche, où tu veux. Dans ma poche. D'accord? Vas-y. Cette poche-là où tu mets l'argent, vide-la d'autres conneries ou d'argent, autre conneries. Voilà, il n'y a plus que ça. Mets ça où tu veux, mais au moins il y a ça. Tac. À la fin du service, pareil, je te demande, c'est logique. À part l'oseille que tu vas devoir me donner des commandes, je veux mes 15 € de fond de caisse. T'as perdu de l'oseille, je m'en fous. C'est ton problème, c'est pas le mien. Tu vas tirer de l'argent s'il faut. Au téléphone, le premier client de la journée. Laurent, notre infiltré, doit partir le livrer. Sur son propre scooter, notre journaliste effectue 4 à 5 livraisons par service. Trafic dense, en cas d'embouteillage, pas une minute n'est à perdre. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez commandé? Ouais. 22,80. Voilà. Vous posez les boissons là, ça ici. L'essence, l'assurance, l'entretien du scooter, beaucoup de frais sont à la charge de notre infiltré. Le salaire, 30 € par service, soit 7,50 de l'heure. Ah, ça fait 26,50 €. Super. Si, au revoir. Quant au pourboire, il ne faut pas trop compter dessus. Ici, rien n'est jamais acquis. Ça va? Donc un mec, par exemple, il va te donner, il est là pour, je sais pas moi, 15 €. Il va te donner 2 fois 8 en ticket resto. D'accord? Tu auras 1 € que moi, grâce aux espèces derrière, parce que j'encaisse d'abord l'échec et les tickets, et après je vais te demander le solde dans l'espèce. D'accord. Et le reste, tu vas te le garder en police. Ça marche? Ok, ça marche. Ça, c'est une fétiche que je fais. Que du jour au lendemain, je peux arrêter, c'est pas un acquis. Si j'ai envie, j'arrête. C'est, encore une fois, je le dis, c'est pas un acquis. Jusqu'à nouvel ordre, c'est comme ça. Mais si demain j'ai envie de changer, je change. D'accord? Seul aux commandes de son propre restaurant, le patron décide de tout. Presque tous ses employés sont au black, comme David, par exemple, l'autre livreur. Ça va, au niveau financier, tu t'en sors assez? 30 € de service? Ouais. J'ai un peu au black aussi ou... Non, moi je suis au black ici. Totalement? Ah ouais. Pareil. Au black parce que moi j'ai des cigares. Ouais. Ok. Et là, il faut que j'aille voir un travail pour le soir. Je fais un petit travail pour le soir. Je vais voir, faut voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail le soir? Serveur, pas ici. David en a conscience, son métier est dangereux. Mais en cas de pépin, il sait déjà ce qu'il doit officiellement dire à la police. Là, tout à l'heure, j'ai failli me faire percuter par un bus. Ah bon? Ouais. C'est chaud ça. Heureusement que tu vois, je roule tranquille. Hein. Tu sais, le bus sorcier, il a déboîté parce que sa voie elle était encombrée. Il a déboîté. Et en fait, juste après moi, il y avait un trottoir. J'ai pris le trottoir en après, j'ai fait un 180 pour lui. Hein. Et si tu te fais percuter, t'es couvert? Ah, je suis assuré. Moi, je leur dis, non, voilà, je roulais tranquillement. Je suis pas assuré pour ici, tu vois. Ouais. Je dis, voilà, je roulais tranquillement, je dois aller rentrer chez moi. Tu dis pas que tu travaillais, quoi? Non, voilà. Maintenant, si j'ai un dommage corporel, je dis, ouais, je suis à l'essai, tu vois. Ouais. Ça l'ambiance. Pratique douteuse. Pour en avoir le cœur net, notre journaliste a profité d'une livraison pour s'éclipser. « 30 minutes plus tard, Laurent décide de faire croire à son patron qu'il vient d'avoir un accident de scooter. La réaction de son employeur est édifiante. Oh merde. Voilà. Non, je suis tombé tout seul en fait. J'ai pilé derrière un bus et je suis tombé. Ah putain. Après la livraison, c'est ça? Juste après la livraison, ouais. Bon. Eh ben écoute, qu'est-ce au courant, qu'est-ce que je te dis là? Qu'est-ce que je fais Tu te baladais là, hein? Comment? T'étais en promenade là, hein? J'étais en promenade? Ouais.
Je dis pas que je travaille pour toi. Démonstration accablante. C'est la dure loi du travail au noir. En cas d'accident, l'employeur est bien souvent aux abonnés absents. Dans un autre arrondissement de Paris, Karim, notre journaliste infiltré, est toujours avec Guy, le travailleur africain, en voiture avec leur patron. Arrivés devant le chantier, ils doivent décharger immédiatement le matériel. À cet instant, ni Karim ni Guy ne savent encore ce qui les attend. Ce que découvre alors notre journaliste est stupéfiant. Le chantier en question appartient à la mairie de Paris, c'est un chantier public. Karim et Guy ont été embauchés au noir pour rénover une école primaire. À l'intérieur, tout est en travaux, des salles de classe jusqu'à la cour de récréation. Le chantier a été attribué par la mairie de Paris à une entreprise privée de BTP située dans les Hauts-de-Seine. Cette société a ensuite sous-traité ce marché à une vingtaine d'autres compagnies. À l'entrée, une petite pancarte indique que chaque ouvrier doit porter un casque. Mais à l'intérieur, les choses sont différentes. Ni casque, ni gants, aucune consigne de sécurité n'est donnée, ni à Karim, ni à Guy. Pourtant, à peine arrivés, ils sont déjà à l'œuvre. Notre infiltré doit porter à main nue de lourdes poutrelles métalliques. Tourne-le, tourne-le. Tourne-le, tourne de l'autre côté. Pour 60 € la journée, Karim doit déplacer des poutres qui serviront ensuite à fixer la rambarde de sécurité d'un escalier de l'école. Apporter la perceuse, chercher des vis, des boulons, un marteau, Karim est aussi l'homme à tout faire de son patron. Tu vas chercher l'onglen là-bas. Les grandes ou les petites? Dans la boîte, l'onglen. Les grandes? Dans la boîte, c'est déjà ouvert. Tu vois dans la boîte. Le fil comme celui-là. Partout, tu vas dans la bobine. Dans la benne? Oui, la bobine. Les boulons, j'arrive. Tiens, chef. La pause, hein. Pousse ça. Viens. Leur travail est épuisant. Karim et Guy ont en plus parfois du mal à comprendre les ordres du patron. Ouais. Le maître? Non. Maître. C'est pas le maître. Il est là. Je comprends pas. Le maître, là. Comme c'est là. D'accord. Le maître. Le même que ça, là, j'y vais, chef. Le même que ça. Non, ici. Le maître, c'est pas le maître. Maître. C'est là. Le maître. Le maître. Le mèche. Mèche. Ah, le mèche. Le mèche, c'est... Le mèche. Ah, pardon. C'est pas le mèche. Oui, voilà, le mèche. Oui, le mèche. D'accord. Le mèche. Mèche. Oui, c'est le nom. Là, c'est le maître. Complices, Karim et Guy rient ensemble de leur propre galère. Tu comprends pas? Les mèches. Hein? Les mèches. Guy, le collègue de Karim, a toujours travaillé au black. Sans papier, il est arrivé en France il y a 6 ans. Avant ça, dans son pays, il suivait des études de criminologie. C'est bien ça. J'ai un diplôme pour ça. C'est vrai? Oui. C'est génial. J'ai un diplôme pour ça. Un diplôme? Ça fait des bons là. Un diplôme de criminologie? Oui. C'est génial. Je savais pas. Et qu'est-ce que tu fais là alors? Qu'est-ce que tu fais là alors? Avec les chantiers? Mais qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, avec tout ce que tu as dans la tête, tu parles bien français. Ici en France, il
qu'ils acceptent mes papiers d'abord. Aujourd'hui, Guy n'espère qu'une chose, pouvoir envoyer de l'argent chaque mois à ses 2 enfants et à sa famille restée au pays. Les 60 € qu'il gagne en une journée ici, c'est un mois de travail là-bas. Moi, ça fait 30 000. 30 000 CFA? Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais si tu le dis comme ça, tu dis, un journée tu travailles 30 000. Oh, c'est qu'il y a l'argent, fais-moi venir. Tu m'as dit, je veux venir, je veux venir. C'est comme ça, c'est tout ça. Quand tu dis à quelqu'un, c'est dur ici, et ne crois pas. Parce que quand tu lui dis, bon, une journée, je peux travailler 30 000. Une seule journée, 30 000. Merde. Moi aussi, je veux venir. La fatigue, Guy ne connaît pas. Karim, notre journaliste, lui a plus de mal. Tu es non, hein? Ah oui, tu es là, mais pourquoi tu... Quel âge est toi? 25. Oh là là, tu sais combien je suis? Quel âge? 47 ans, moi. Oh. Bah oui, combien oui? 32. Hein? 32. 32. Et tu es plus jeune que nous. Moi, 47 ans, moi. Hein? Les jotis. Oui, je rassemble tout. 18 h. Après 9 heures de travail, Karim ressort épuisé de sa première journée d'ouvrier au noir. Demain, hein? Demain, je donne. Même à 8 heures. À 8 heures, hein? D'accord. À demain, chef. Avant de partir, Guy tient à donner 1 ou 2 conseils à Karim. Selon lui, notre infiltré se plaint trop. Parole de travailleur clandestin. Non, attends, je te dis quelque chose qui est très très important. Quand tu travailles avec un chef, ne dis jamais que c'est très dur. Ne dis jamais que tu es fatigué. Et dis, si tu es fatigué, tu dis non, ça va un peu. Ne dis jamais que je suis déjà fatigué. Jamais. C'est un secret que je te dis. T'es malin, toi. Ah, je te dis la vérité, c'est le conseil. Ne dis jamais au patron que oh, je suis fatigué. Si tu es fatigué, rentre chez toi. Je te dis, oui, c'est le secret. C'est l'expérience. À demain. Ok. À demain, je t'appelle. Bon courage. Le travail au noir, un fléau contre lequel les services de l'État tentent de lutter. Roanne, dans la région de Saint-Étienne, brigade de gendarmerie. Au programme de la journée, une vaste opération. Pour l'occasion, 40 militaires sont mobilisés. Bonjour à tous. Donc, ce matin, on va agir sur la commune de Lantigny, sur un lotissement privé qui s'appelle. Donc, actuellement, il y a 18 pavillons qui sont en cours de construction. Ce qui vous concerne, vous connaissez, donc contrôle d'identité, donc pièce d'identité. Si vous trouvez ce genre de documents sur des personnes, donc sachez qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, en l'occurrence, là, on a déjà une infraction au travail dissimulé. Le chef d'enquête le rappelle, une simple demande de statut de réfugié ne permet pas de travailler sur le sol français. Alors attention, une petite précision, quand vous allez arriver, donc les véhicules enquêteurs se stationneront donc, le long de la route. Les véhicules donc, du cordon de sécurité, vous mettez bien aussi le long du lotissement ici, hein, parce qu'il y a les engins qui circulent quand même à l'intérieur. On n'aille pas chercher l'accrochage ni l'accident, et encore moins l'incident. Hein, et donc tout devrait bien se passer. Le dispositif est précis. Les gendarmes le savent, le BTP est un secteur largement touché par le travail illicite. Pour éviter de voir s'enfuir des ouvriers, plusieurs unités mobiles ont déjà bouclé le périmètre. Sur place, une dizaine d'ouvriers est déjà à l'œuvre.
D'accord, c'est un contrôle de gendarmerie sur le chantier. Donc, Ah, on va d'accord. contrôler tout le monde. Ah, d'accord. Ok, je commence On à peut- prendre peur. non. On va embêter personne. Pas d'inquiétude. D'accord. on va voir. faire le... C'est un de mes intérims. D'accord, on va faire à mesure. Ouais. On va faire à mesure, donc les gendarmes vont contrôler. Donc, Bah, faut peut-être qu'on sorte nos cartes. Ouais. J'ai mon salarié. vous sortez moi-même, tout ce on qui a est notre pièces carte. d'identité. pièces d'identité et les cartes VTP. D'accord. À première vue, rien d'illégal ici. Chaque employé affirme disposer d'un contrat de travail et d'une carte professionnelle. Vous êtes que deux là D'accord. Sur une autre saison. D'accord. OIRIA. D'accord, à Saint-Hilaire. Saint-Pierre. Ok, ça marche. Ça, c'est quand j'habitais à Charlie-Méon. Votre employeur, c'est qui? Vous avez la carte pro BTP avec vous, votre petite carte? j'ai la carte. Ah, bah, amenez-moi la déjà. du BTP, amenez-la. J'ai passé un stage de soudure. Ah, bah, amenez les deux. Quelques instants plus tard, c'est finalement une information donnée par un ouvrier qui va intéresser les gendarmes. Cet homme de dos l'affirme, une entreprise exploiterait illégalement sur ce chantier des carreleurs de nationalité étrangère. Oui, il reste que les maisons d'en haut. Les maisons qui sont en haut, ils ont fait les carrelages, tout ça. Il y a encore du carrelage à faire. Quelle entreprise vous avez pas vu? C'est pas les gens qui sont. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom sur les camions? Et combien c'était à peu près là? 3, 4? Ouais. Quel jour à peu près vous avez vu ça? Toute la semaine ou... Pas de chance pour les gendarmes. Les ouvriers en question sont absents. Mais leurs véhicules, eux, ont été aperçus un peu plus loin par une autre équipe d'enquêteurs. 4 voitures, ils sont un fourgon, Un fourgon, une voiture immatriculée à l'étranger et une voiture à 60. Qui ça? Voilà, donc ça confirme effectivement ce qu'on... Ils sont pas là aujourd'hui. Ils sont pas là aujourd'hui, donc on n'a pas de chance. On n'a pas de cul, hein. Mais bon, c'est partie remise. Hein. Et éventuellement cet après-midi, on peut faire une surveillance voilà. Vous faites le tour des maisons qui sont pas carrelées. Ah bon? On va regarder comme ça. Très vite, les gendarmes découvrent à l'intérieur des pavillons des outils de travail et des affaires laissés par les ouvriers suspectés. Les carreleurs vont-ils revenir finir le travail? Pour le savoir, les officiers vont devoir planquer. On va fermer la porte. Plus tard dans l'après-midi, le chef d'enquête revient sur les lieux, mais en civil cette fois. C'est depuis le jardin d'un voisin qu'ils vont tenter d'observer discrètement le chantier. Il me semble. En face d'eux, Là, les gens qui sont à deux gauche, tractopelles, quelques personnes, mais toujours pas de carreleurs. les raccordements. Malgré tout, l'enquêteur semble garder confiance. On sait que les gens vont revenir, donc tout le matériel qui restait sur place, les vêtements. Donc on a une grande chance de pouvoir procéder à un contrôle et que ça aboutisse. Et s'ils ne reviennent pas? S'ils reviendront. Il leur aura fallu un mois de planque pour que finalement 3 carreleurs, un Français et 2 Turcs, soient interpellés. Considérés comme victimes, les employés, eux, ne risquent rien. Leur employeur, gérant d'une entreprise de maçonnerie, lui risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 7h30, c'est le 5e jour infiltré de Karim. Dernier préparatif technique avant de partir. La journée va être longue. Ok les gars, bon bah, à tout à l'heure. Avec toi, Karim. Ciao. Ciao. Travailler au noir, c'est ne pas avoir de couverture sociale. Le drame en cas d'accident. Le danger, Karim le côtoie au quotidien sur le chantier. Comme sur cet échafaudage improvisé dans l'escalier de l'école.
C'est dangereux. Au secours. La dangerosité du truc. Ils tiennent même pas les échafauds. Hein? C'est dangereux, chef, là-haut, les escabeaux. Les échafauds. Non? Et comment pour travailler avec qui depuis le jour là, c'est pas dangereux. Quand tu as tout le monde est dangereux. Non, mais vous êtes léger, moi, je suis lourd. Combien de kilos t'es lourd? 88 kilos. C'est mon cas de voir là. Mais oui, tu vois, ça y est, tu peux me poser. Ah oui. Rien à faire. Le patron de Karim se moque de ses remarques, même quand elles portent sur des questions de sécurité. Cela fait plus d'1 an que l'école est en travaux. Autour de Karim, une trentaine d'employés à plein temps sur le chantier. Visiblement, la plupart est déclarée. Ça va, avec ça, quand même déclaré. Avec ça, au moins, t'es déclaré. Bah oui. Ouais. Mais même pas déclaré. Je me suis rentré un clou rouillé, là, la semaine dernière. Non, t'es même pas déclaré. Non. Mais pourquoi? Je sais pas, il nous prend comme ça, quoi. La journée, manœuvre. Avec qui? Avec le petit chinois. C'est pas déclaré? Ouais. Faut pas travailler. Avec le petit chinois? Comment ça? Tu n'es pas déclaré, je travaille Attends, pas. Combien tu donnes? 60 euros. La journée? Ouais. Et le petit Je chinois? vais lui dire qu'il m'augmente un peu. Je vais lui dire tout à l'heure. Ça charpente le taille, c'est lourd, c'est pas Ah très bah oui. C'est lourd, hein. La situation de Karim choque ses ouvriers, mais il y a pire. À en croire cet autre salarié, les travailleurs venus des pays de l'Est seraient aujourd'hui les plus exploités. C'est quand pour donner comme il touche là? Combien? Il touche 200 euros par mois. Oh là là. Mais il est même pas reçu. Je te jure, hein? 200 euros par mois. Maintenant, c'est l'esclavagisation, maintenant, c'est ce que tu crois. Ils disent les Noirs et tout ça, les Arabes, mais... Non, on va faire l'esclavage entre eux, déjà, avec les Polonais, les Romains, des trucs Mais comme c'est ça. pas possible, 200 euros par mois. Je te jure, moi, je te parle pas sérieusement, moi, je les ai vus. Hein. On va travailler à un chantier dans le 10e, là. Moi, j'ai vu les gars, là. Et même, ils les payent même pas, ils ne payent même pas avec une fiche de paye, c'est directement avec un chèque. Oh là là. Alors, il n'y a même pas de sécurité sociale, rien du tout. L'esclavage des Blancs chez certains employeurs du bâtiment, les temps changent. Depuis une dizaine d'années, un autre secteur est touché de plein fouet par le travail au noir, le milieu de la sécurité et du gardiennage. Un autre de nos reporters s'y est infiltré. Pour cette enquête, Yanis, notre journaliste, avait le parfait profil, 1m95, 90 kg. Faux CV, fausse petite annonce, il se fait passer pour un agent de sécurité à la recherche de missions ponctuelles. Très vite, un entretien lui est proposé pour devenir maître chien. Vous habitez où? J'habite à Paris. Paris, est-ce que vous allez m'envoyer votre CV? Mais en fait, vous m'aviez déjà dit de passer aujourd'hui. Ok, parfait alors. Vous allez passer à quelle heure? Bah, c'est en début d'après-midi. Ok, je vous attends, c'est bon. D'accord, merci. À tout à l'heure. Pour être embauché, il nous fallait d'abord trouver un chien. Avec la complicité d'un refuge, nous avons trouvé le canin idéal. Vous le ramenez quand? Je le ramène demain à 8. Je finis à 8h, donc je vous le ramène après directement. Ce sympathique bosseron a déjà fait du gardiennage. Il s'appelle Rigolo. Inoffensif, Rigolo ne présente aucun danger pour cette mission. Ce soir, l'uniforme de maître chien est de rigueur. Dans cette nouvelle peau, Yanis et son chien muselé se rendent au rendez-vous. L'entreprise de sécurité est située au nord de Paris, en face de Yanis, son directeur. À peine arrivé, Yanis se voit confier une première mission pour le soir même. Il y a un truc à Nanterre ce soir. Ce soir? C'est 155, hein. Ouais, 155 avenue. Ça marche. Et j'appelle Denis dès que je suis là-bas. Ok, ça marche. À demain alors peut-être. Bonne soirée. Une adresse, un travail, aucune question sur Yanis, ni sur les papiers du chien. Pourtant, le site à surveiller cette nuit est très sensible. C'est une centrale EDF. C'est ici
que s'alimente en électricité une grande ville de banlieue. Sous-traitant la sécurité du site, aucun représentant de l'entreprise publique n'est là. Devenir maître chien en noir, rien de plus facile. Officiellement pourtant, le métier est strictement encadré. C'est ce qu'affirme un formateur expérimenté que nous avons rencontré. Votre chien doit être vacciné contre la rage, il doit être tatoué ou pucé, on doit pouvoir l'identifier. Si c'est un chien de deuxième catégorie, il doit être déclaré en mairie, il doit être assuré comme la loi l'exige, la loi de 99. On fait passer des tests d'embauche sur lesquels on vérifie le contrôle minimum du chien, donc son obéissance, le rappel, la suite au pied, l'absence du maître et le support de la muselière. Attention, n'avancez pas, monsieur, n'avancez pas. Voilà. En arrivant sur place, Yanis rencontre un autre responsable de la société de sécurité. L'homme est venu mettre en garde notre infiltré. Cette nuit, le risque d'intrusion sur le site serait élevé. Des grévistes pourraient illégalement venir couper le courant. Ils ont menacé d'éteindre des parties. Ici, là, vous alimentez une partie de... Ah, donc ça risque. Donc c'est un gros risque. C'est un risque énorme. Une seule mission pour Yanis, empêcher toute entrée dans la centrale. Mais en cas de problème, rien ne lui a été encore dit. Donc les consignes, c'est que personne ne rentre sans avoir l'autorisation des contacts qu'on vous a donnés. D'accord. Vous avez eu des contacts? Non, on ne va pas donner de contact. On vous a pas donné de contact? On ne va pas donner de contact. Aucune consigne de sécurité. Yanis se voit juste remettre une feuille de service sur laquelle est noté un numéro de portable à composer en cas de souci. Évidemment, interdiction de dormir. Évidemment. Au fond d'un chemin, une porte bleue garde les installations techniques. Yanis et son chien passeront leur nuit devant. Une nuit calme, aucune intrusion. Au terme de 12 heures de surveillance, rien à signaler. Au petit matin, Yanis, sur le point de quitter son poste, croise la relève, un salarié d'EDF. Bonjour monsieur. Bonjour. Kayak. Bah, t'as été la nuit? C'est très bien, il n'y a eu aucun problème, personne. Bon, d'accord. Aucun souci. Impeccable, alors, mission accomplie. Mission accomplie. Pas de contrat de travail, pas de couverture sociale, aucun contrôle sur le chien de sécurité. Pour le formateur, ces manquements seraient une habitude dans les milieux de la sécurité. Il faudrait vraiment quand même faire attention à qui on met sur un site. Je veux dire, il faut quand même savoir qui c'est, s'il a un casier, si il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées normalement, que l'employeur doit vérifier. En une nuit, Yanis a gagné 120 €. Payé 10 € net de l'heure contre 7,50 si le travail avait été déclaré, bien souvent le black arrange tout le monde, salarié comme employeur. 2 jours après avoir travaillé, Yanis est allé récupérer sa paye, ambiance plutôt décontractée. 6, Yanis se devrait c'est 4 €. Le 4-6 devrait être 4 €. T'inquiète, d'accord? Ça marche, pas de problème. Je te dois tes 4 €. Ça marche, merci. Je te dois tes 4 €. Voilà, marqué ça. Marqué ça là. Je te dois 4 €. Hein. Ça marche, ça roule, il n'y a pas de problème. Ok. Au revoir. Je te remercie. Merci, bonne journée. Ciao. Département de la Seine-Saint-Denis, l'une de nos caméras a été autorisée à suivre le travail mené par une cellule spécialisée de la gendarmerie qui lutte contre le travail illicite. Ce matin, un imposant convoi se dirige vers la ville de Pantin. C'est là que l'opération va avoir lieu. Troublante coïncidence, en chemin, les gendarmes passent devant un magasin destiné aux professionnels du BTP. Sur le trottoir, des dizaines de travailleurs clandestins sont là et attendent un travail. Une présence contre laquelle les militaires disent ne pouvoir rien faire. Le problème, c'est que comme ils ne travaillent pas ici, on ne peut pas les poursuivre sur l'ensemble du départ. On peut rester dans le 93, mais on ne peut pas aller au-delà. S'ils vont sur Paris, on change de TGI ensuite. Et là aussi, il faudra qu'un jour le problème soit traité. La procédure est lourde et complexe, pas facile de mettre fin au fléau. Arrivés sur zone, les équipes se mettent en place, discrètement. Objectif, contrôler 4 ateliers de confection. Laissez passer les GM, sérieux. C'est là. Approchez là, là.
Deuxième objectif, c'est qui? Tu vois, la société pour faire ouvrir, c'est qui? Ouais, c'est derrière moi. Attends. Donc là, il va y aller. Dès qu'il gueule, vous foncez. D'accord? Et là, on déclenche en face. Cet homme déguisé en livreur est en fait un gendarme. C'est lui qui va s'introduire dans le premier atelier. Ok, ça on y va. À son signal, une première unité investit le lieu. Une autre se rend dans le deuxième atelier. Allez, on monte. Au premier étage, à droite. Gendarmerie, ouvrez la porte! Gendarmerie, ouvrez la porte! Oui. Gendarmerie, bonjour monsieur. Oui. Ici. Il y a du monde avec vous là-dedans? Pas de Céleste là. Pardon? Tu viens ici là. Ok. Les gars. Vas-y. Allez. Regardez dans les cartons. La dernière fois, il y en avait des planqués dans les cartons là. Personne, ni dans les cartons, ni ailleurs. Le gérant avait sans doute tout prévu. Donc c'est peut-être ça. Il y a un passage ici. Même moi, j'ai pu passer la tête et le temps. Il y a des chances qu'il saute assez par ici. On va lui demander. C'est pour ça qu'il a mis du temps, le gars. Le temps d'ouvrir. Un barreau manque à la fenêtre, mais il n'y a pas que ça. Les gendarmes découvrent des trappes dans les faux plafonds. Vas-y. A priori, personne, mais c'est... C'est profond? Ouais, très. On n'a rien d'autre. Ça s'imite pas à la pièce là alors? Non, ça va tout au bout là-bas. À l'intérieur, des indices laissent penser que les employés viennent juste de s'enfuir. Ils sont passés où? C'est ça le problème. S'ils sont chauds, ça veut dire qu'il y a eu talent. Apparemment, quelques minutes plus tôt, plusieurs personnes travaillaient ici dans ce bâtiment insalubre. Comment tu fais pour disparaître? Oui, mais là. C'est avec nous, Robert. Oui, non mais pourquoi? Expliquez-moi, pourquoi les machines sont chaudes alors que personne n'est là? C'est chaud, c'est madame. C'est madame à travailler. Ça me met là-bas, il n'a pas place. Pas de flagrant délit, rien à signaler pour les gendarmes. Cela ne fait plus aucun doute. Les enquêteurs se sont fait repérer. En voici la preuve, ce moniteur de vidéosurveillance posé sur la table. Et les caméras maintenant systématiquement pour rentrer, c'est terrible. C'est très difficile de saisir maintenant. C'est vrai, maintenant de plus en plus ils sont équipés avec ça. Tout le monde s'est enfui, ou presque. Dans le 4e atelier, l'un des ouvriers n'a pas eu le temps de s'échapper. Son employeur est inquiété. Les gendarmes, eux, veulent remonter la filière. Il est où, Zheng Guangfu, en ce moment-là? Là-haut, là, à l'instant. Il se trouve où, ce monsieur? Il est à Paris? Il est en France? Vous avez son numéro de téléphone? Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Non, il n'y a rien de Non, mais vous, si c'est le gérant, si c'est le patron, vous devez pouvoir le contacter. Je n'ai pas son numéro de téléphone, j'arrive pas. Comment vous faites pour l'appeler s'il y a un problème là? Si c'est lui le patron et s'il y a un problème? S'il y a le feu là, si ça brûle, vous appelez qui à part les pompiers? Ils disent que c'est lui qui téléphone, c'est M. Chen du téléphone. Du téléphone à lui? Oui. D'accord. Ok. Et c'est lui qui a embauché ce monsieur? Oui. D'accord. Bon, bah, de toute façon, on est en présence d'un gérant de fait. Hein, à défaut d'un gérant de droit qu'on rejoindra peut-être ou qu'on ne joindra peut-être jamais. Et puis on a le travail illégal qui est établi. Voilà. Par dissimulation de salariés, défaut de déclaration. Donc on est en flagrant délit. L'opération est terminée pour les gendarmes. Un seul procès verbal pour 4 ateliers inspectés. Face à ces réseaux organisés, difficile de lutter contre le travail illicite. Bonjour, monsieur. 7e jour de travail pour Karim. Mal au dos,
Mal au bras, mal partout, dur d'être manœuvre dans le bâtiment. Même Guy commence à avoir du mal à se lever le matin. T'as bien dormi? Mon frère, c'était dur. C'est vrai? J'ai senti... T'as bien dormi ou pas sinon? Pas bien, hein. Mon corps faisait mal beaucoup aujourd'hui. Moi aussi. Pour 60 € par jour, les courbatures et la fatigue ont encore plus de mal à passer. C'est pas cher payé 60 € pour ce qu'on fait. On n'a pas de choix. Franchement, On c'est n'a pas pas cher de payé. choix. Si on lui demande d'augmenter, il va dire d'arrêter, c'est sûr. C'est sûr. Directement. Ce n'est même pas à réfléchir. Puisqu'il va rentrer là-bas, il prend les gens, même à 50, ils vont accepter. À 50 €. À 50, oui, ils vont accepter. C'est ça le problème ici. C'est ça le véritable problème ici. Une offre de main-d'œuvre supérieure à la demande, c'est donc ça le problème. Qu'importe, Karim, notre infiltré, va demander à son patron une augmentation. Excuse-moi, chef, mais tu peux pas avoir une petite augmentation? Hein? C'est pas possible une petite augmentation? C'est vous avez 60, 80 ou 100, c'est pas beaucoup 60. Bon, non, c'est ça, t'as fini. Pourquoi? C'est là-bas, en cuisine. C'était déjà bon, c'est ça, je te paye pour arrêter. C'est ça, fini, c'est arrêté. Voilà. Ou sinon, tu me déclares sinon. Hein? Tu me déclares sinon. Tu me déclares. Bon, c'est ça, tu terminé, on payait, hop, t'as fini. Pourquoi, chef? C'est fini pour Karim. Guy avait raison, pas de négociation, sinon c'est la porte. Vas-y, tu vas partir. Je vais partir où? Tu as fait chez toi? Vous me donnez mon augmentation ou pas? Mais sur 60 €, c'est pas beaucoup pour tout ce que j'ai. Je dis, je m'en fous, c'est fini. Et moi, je peux pas partir comme ça, chef. Bon, tu comment c'est comme ça? J'ai besoin d'argent. Si je te payais déjà, vas-y, ça ne fait pas peur. Ok? Tollé sur le chantier. Un maçon prend alors la défense de Karim. Pourquoi vous criez sur le but comme ça, là? Non, vous ne comprenez pas. Si ça regarde. Comment? Pourquoi vous criez sur lui comme ça, là? Ouais, c'est vrai qu'en même temps, c'est pas... Et alors, c'est humain, comme qu'est-ce que ça, vous voulez? Il a emmerdé. Doucement, C'est normal. appelle la police. Bah oui. Oui. Le ton monte, le chef du chantier en personne intervient. Victor, s'il te plaît, ne peux pas ici. Tu vas emmerder toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux plus de lui? Non, je ne veux plus. Voilà, parce qu'il a emmerdé. Bon, vous ne comprenez pas. Oui. Il a emmerdé, je ne veux plus là, dans le chantier. Oui. Voilà, c'est tout pour dire la partie, c'est tout. Il comprend pas le travail ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il comprend rien du tout, il est emmerdé. Pour éviter d'ameuter les autres employés, le chef du chantier demande à Karim de le suivre dehors. Bon, si j'ai bien compris, on t'a pris à l'essai? Non, pas à l'essai, on m'a pris à... Non, on m'a pris. Oui, donc à l'essai. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, lui, comme chef, il regarde, il estime si il est d'accord ou pas pour t'embaucher par la suite. C'est bien ce qu'a dit. Ouais, mais moi, il ne me l'a non, pas dit, il m'a voilà. jamais parlé d'embauche, c'est qu'aujourd'hui qu'il me parle d'embauche. Oui, mais parce qu'il y a une période, Quand dans chaque entreprise, je lui parlais d'augmentation, il me parle d'embauche, mais sinon, il m'a jamais parlé d'embauche avant. Oui, attends, ok, mais c'est même pas ça. Attends, laisse-moi finir. On a bien parlé, on a bien dit, dans toutes les entreprises, il y a une période d'essai avant de proposer un contrat. Oui. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Non, mais quand on rentre dans une période d'essai, on signe quelque chose quand même. Si je te prends, si je veux aller avec toi, je ferai d'abord un essai. Et dans la période d'essai, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. C'est une période d'essai. Ah, et tu ne veux pas comprendre, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique de plus, ça? Étonnante conception de la période d'essai, en toute illégalité bien sûr. Dernier instant sur le chantier pour Karim. Le maçon qui l'avait défendu vient lui dire au revoir. Il est l'heure de partir. Aucun droit, aucune garantie, aucune protection. Le travail au noir, c'est sans pitié. Grande ou petite entreprise, société privée ou publique,
Nos 3 infiltrations l'ont prouvé, la vie du travailleur non déclaré ne pèse jamais lourd. En 2007, les contrôles menés par l'ensemble des services ont révélé que plus d'une entreprise sur 10 en France était en infraction. Voilà pour cette enquête sans détour sur cet univers du travail au noir. Elle suscite beaucoup de questions. Je vous présente ceux qui vont y répondre tout de suite. Dany Delaval, bonjour. Vous avez un restaurant à Lille et vous êtes aussi vice-présidente de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Éric Woerth, bonsoir. Vous êtes ministre du Budget, à ce titre chargé aussi plus particulièrement au sein du gouvernement de la lutte contre la fraude. Éric Aubin, vous êtes responsable CGT de la construction, c'est comme ça qu'on dit, hein, on ne dit pas le bâtiment, on dit la construction. Et puis Gérard Filoche, vous êtes inspecteur du travail. Bonsoir. Vous êtes aussi membre du Conseil national du Parti socialiste. Juste avant de vous entendre, je voudrais qu'on retrouve l'un de nos infiltrés. Il s'agit de Karim, qu'on a vu donc dans cet univers du bâtiment. On a aperçu son visage. Bonsoir Karim, mais vous restez discret ce soir car vous êtes sur une nouvelle enquête, sur une nouvelle infiltration. Qu'est-ce qui vous a étonné finalement lors de cette expérience ? L'opposition entre d'un côté la dureté des rapports avec mon employeur, qui était méprisant, ni bonjour, ni merci, ni au revoir, et constamment en train de crier. Et d'un autre côté, je revoyais tout à l'heure les images et j'avais la chair de poule de mon compagnon de fortune, Guy, qui débordait d'une humanité et d'une solidarité. C'est le contraste entre ces deux oppositions. Ouais. D'un côté, la dureté, la loi de la jungle, avec l'employeur, et de l'autre côté, cette solidarité des faibles, en quelque sorte. Merci Karim. Je vais vous demander à chacun d'entre vous une brève réaction un peu générale pour démarrer sur ce film, vraiment, sur ce qu'on vient de voir. Éric Woerth, est-ce que vous avez découvert quelque chose ? Franchement, non. Enfin, c'est un univers qui est à peu près connu. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la réaction en direct des employeurs, entre guillemets, donc dans différents secteurs d'activité. On voit aussi ces différents secteurs d'activité, puis on voit la dureté des relations humaines, c'est de l'esclavagisme. Et juste un mot, vous saviez qu'il y avait au vu et au su de tous 10, 20, 30 personnes qui font le pied de grue sur le trottoir, publiquement, en attendant de trouver du travail. Les services de police, les services de gendarmerie, l'inspection du travail, l'URSSAF, tout cela est évidemment connu, c'est au vu et au su de tout le monde. Le problème, c'est pas tellement d'arrêter une personne à ce moment-là, parce que ça ne sert à rien, il n'y a pas d'employeur derrière, elle attend. Donc il faut démanteler les réseaux, parce qu'il y a des réseaux, ou alors aller plus loin, et c'est ce qui est fait par les services tous les jours, dans le cadre des entreprises. C'est les employeurs qu'il faut tenter de museler, c'est ce que font les services de l'État tous les jours. Alors les employeurs, Dany Delaval, je ne me tourne pas vers vous évidemment personnellement, mais votre sentiment général sur ce film ? Alors écoutez, je voudrais simplement vous dire en préambule que vous auriez fait ce reportage il y a 10 ans, vous auriez eu le même. Et ça me dérange un peu parce que notre profession a évolué. Je vais m'expliquer comment nous avons évolué et comment ce genre de situation aujourd'hui est vraiment un cas isolé. Eh bien, vous aurez l'occasion de vous expliquer. C'est un cas isolé, ce qu'on a vu, Éric Aubin ? Bien sûr que non, c'est ce qui est dramatique d'ailleurs, parce que tout le monde dit, M. Woerth le dit lui-même, tout le monde est au courant, que ce soit les fédérations patronales, les employeurs, les grands groupes, et j'ai quand même l'impression que tout ça est organisé finalement, ce que l'on ne voit pas forcément dans le reportage, mais je crois qu'il faut qu'on en débatte effectivement, et qu'on pointe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que nous soulevons depuis des années, et sur lesquelles on ne trouve aucune réponse, tant du côté des employeurs que du côté des pouvoirs publics. Gérard Filoche, c'est un miroir, ce film, de ce que vous voyez un peu tous les jours dans l'exercice de l'inspection du travail. Parce que nous autres, inspecteurs du travail, on doit être des infiltrés permanents. C'est ce qu'on voit pratiquement à chaque contrôle dans le bâtiment. C'est ce qu'on voit dans la restauration, madame. Pratiquement dans 6 cas sur 10. C'est ce qu'on constate comme souffrance. Moi, je suis toujours au premier degré, je suis révolté, je veux dire. Et je félicite pour le travail qui a été fait. C'est digne de It's a Free World de Ken Loach ou La Promesse des frères Dardenne. Parce que c'est évidemment quelque chose qu'on connaît. Comment notre société peut-elle supporter de traiter des gens de cette façon ? Et comment des grands groupes du bâtiment, parce qu'au-dessus, ce qu'on a vu, c'est des sous-traitants. Comment les grands groupes du bâtiment peuvent-ils faire tant de fortune en traitant les gens comme ça ?
Sur la condition humaine, on reste là-dessus pour l'instant. On est surpris aussi de voir qu'un inconnu qui débarque quelque part peut être bombardé sur la protection d'un site aussi sensible qu'une centrale électrique. Vous le saviez ? Non, pas à ce point sur EDF. J'ai toujours tellement d'admiration pour le service public que je crois qu'il fonctionne différemment du privé. Moi, on a 16 millions de salariés dans le privé. Nous autres inspecteurs du travail, c'est ce domaine-là qui nous regarde. On a déjà tellement à faire avec le bâtiment, la construction, la restauration, l'agriculture et la confection, comme on l'a vu. Hein. Et après, tous les métiers du vivant, du permanent, de l'audiovisuel, de la presse, etc. Où ça existe aussi, parce que là, on présente, vous dites, au noir. Moi, j'aime pas trop cette expression. Au noir, dissimulé, il y a plusieurs façons de l'évoquer. Le terme juridique, c'est dissimulé. C'est dissimulé. C'est la loi de Jacques Barrot du 12 mars 1997 qui dit qu'il y a ceux qui ne sont pas du tout déclarés, ceux qui sont à temps partiel, mais qu'on fait travailler à temps plein. Et l'essentiel du travail dissimulé, il n'est même pas là. Il est ceux qui sont déclarés, auxquels on fait faire des heures supplémentaires. C'est 85% du travail. On a vu un petit bout là, un tout petit bout. Voilà. Un mot, peut-être, ne jetons pas l'opprobre sur toutes les entreprises. Il faut lutter à fond sur le phénomène, mais c'est pas comme ça, classiquement, dans toutes les entreprises du bâtiment, heureusement. Humainement, quand même, c'est un peu choquant. Ça met mal à l'aise, qu'on a vu. Ben, ça met mal à l'aise tout le monde. Visiblement, c'est les employeurs qui ont recours à ça. Ce sont des gens qui font du travail, une sorte de mécanisme totalement inhumain et effroyable. Donc, ce sont des esclavagistes. Et puis, les pauvres employés, on le voit bien, ils sont évidemment exploités dans des conditions très anormales. C'est pour ça que le phénomène est un délit. C'est un phénomène qui doit être combattu et qu'on combat. On va rentrer dans le détail. Juste un mot d'Annie Delval, parce que c'est aussi une séquence qui marque dans ce film. Dans la restauration, on voit que couramment les patrons et les salariés se mettent d'accord, par exemple, pour qu'en cas d'accident, il y ait une défausse totale et que ce soit quelqu'un d'autre qui paye. Alors déjà, je voudrais vous dire qu'il y a peut-être un malentendu. Aujourd'hui, moi, je représente la restauration assise. Dans le film que vous avez montré, nous avons un livreur de restauration. Ce n'est pas tout à fait notre domaine. Nous avons des établissements où les gens travaillent dans un lieu bien identifié. Et là, ça n'existe pas. Il reste 8 heures par jour. Alors, je ne veux pas vous dire que ça n'existe pas. Ce que je souhaiterais vous faire passer comme message, c'est que la profession a évolué. Depuis le mois de janvier 2008 et à partir du mois d'avril 2009, nous avons de façon obligatoire des permis d'exploitation, c'est-à-dire tous les gens qui entreprennent dans ce métier, qui deviennent des chefs d'entreprise, ont une formation obligatoire de 3 jours dans lesquels on leur explique les droits et les devoirs d'un chef d'entreprise. Ça passe notamment par la vente d'alcool, ça passe par l'accueil du client, mais ça passe aussi par toutes les formes juridiques et réglementaires à laquelle ils doivent se conformer. Alors, le travail au noir ou le travail dissimulé, c'est un enjeu économique majeur. Regardez ce chiffre, on estime que c'est 55 milliards de manque à gagner pour les recettes de l'État, cette dimension économique. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, ce qui retient l'attention dans le film, encore une fois, ce sont ces destins humains, c'est la jungle dans laquelle ces hommes évoluent. On regarde tout de suite un extrait. Excuse-moi, chef, tu peux pas avoir une petite augmentation ? Hein? C'est pas possible une petite augmentation? C'est vous avez 60, 80 ou 100, c'est pas beaucoup 60. Bon, non, c'est ça, pas fini. Pourquoi? C'est là-bas, en cuisine. C'était déjà bon, ce soir, je te paye pour arrêter. Ce soir, fini, c'est arrêté. Voilà. Ou sinon, tu me déclares sinon. Hein? Tu me déclares sinon. Tu me déclares. Bon, ce soir, c'est terminé, on payait, hop, t'as fini. Pourquoi, chef? C'est fini pour Karim. Guy avait raison, pas de négociation, sinon c'est la porte. Vas-y, tu vas partir. Je vais partir où? Tu as fait chez toi? Vous me donnez mon augmentation ou pas? Mais sur 60 €, c'est pas beaucoup pour tout ce que j'ai. Je dis, je m'en fous, c'est fini. Et moi, je peux pas partir comme ça, chef. Bon, mais comment c'est comme ça? J'ai besoin d'argent. Si je te payais déjà. Vas-y, ça ne fait pas peur. Ok? Pascal Cherki nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Paris, chargé des écoles. Et on a eu la surprise, c'est vrai, notre infiltré a eu la surprise. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Voilà,
de se trouver sur un chantier d'une école parisienne. Alors, ça n'est pas vous qui contrôlez directement, bien sûr, les entreprises qui font les travaux pour votre compte. Vous êtes un client, mais tout de même, est-ce que ça n'est pas embarrassant pour vous? Non, mais je vais vous dire, moi, ce que je pense très franchement, je suis scandalisé par ce qui se passe, parce que quand je vois le prix, ce que nous coûtent les travaux, voilà, je me dis qu'il y a des entreprises qui doivent se faire des sacrées marges sur la souffrance des travailleurs. Voilà. Parce que ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est celui à qui on a attribué le marché, qui est généralement une entreprise bien importante, florissante, qui doit bien verser beaucoup de dividendes à un certain nombre de ses actionnaires. Bon. Et de voir que pour capter les marchés, derrière et tenir les délais, ils organisent une cascade de sous-traitants. Bon. Et plus vous descendez dans la chaîne, plus c'est l'exploitation. Vous le saviez? Comment dirais-je? Comme je suis un militant politique, je ne suis pas surpris. La question donc que je pose, parce que j'ai le représentant du gouvernement devant moi, et je ne doute pas de la bonne foi de M. Wörth, et je pense qu'il a été sincèrement choqué, c'est quand est-ce qu'on va durcir les sanctions? Il faudrait que, quand une entreprise donneur d'ordre est prise dans cette situation, elle puisse être exclue temporairement de l'accès au marché public. Je peux vous dire que vous auriez cela, vous auriez beaucoup d'entreprises qui diraient, bon, entre le fait de verser moins de dividendes à la fin à mes actionnaires, de faire moins de marge d'un côté, et puis le risque de perdre le marché, ben, je préfère donner un peu moins et pouvoir avoir accès au marché public, parce que la commande publique, c'est beaucoup économiquement dans ce pays. Mais il y a un représentant du client, un représentant de la mairie de Paris qui vient régulièrement sur ce chantier, qui a des contacts même avec ce chef de chantier qu'on a vu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, malgré tout, si vous voulez, est-ce qu'on peut vraiment se défausser entièrement? Non, moi je ne me défausse pas. J'ai 1400 opérations de travaux dans les écoles, dont certains durent 3 jours. Alors on essaye de contrôler, c'est pas facile. Bon, en même temps, l'organisme aujourd'hui qui est chargé des contrôles, c'est l'inspection du travail. Bon, j'ai vu la gendarmerie, je trouve ça bien. Enfin, la police et la gendarmerie devraient avoir d'autres choses à faire dans ce pays. C'est l'inspection du travail. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je voudrais demander à M. Filoche combien il y a d'inspecteurs du travail, combien il y a de contrôleurs du travail, par rapport au nombre d'entreprises qu'il y a dans ce pays. Bon, c'est aussi un choix de société. Est-ce que il ne suffit pas de voter des lois, lois, il faut aussi se donner les moyens de les faire respecter. Est-ce que le client, est-ce que la mairie de Paris, tout de même, n'a aucun moyen, sinon de contrôler, au moins de humer un peu, de deviner ce qui est en train de se passer? Mais je vais vous dire, je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait très bien. Bon, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas sûr que tous nos contrôleurs de sécurité fassent leur travail. Bon. Y compris aussi parce que vous avez des contrôleurs de sécurité qui sont rémunérés par les entreprises donneurs d'ordre. Bon. Donc en même temps, souvent, qui paye décide. Et dans un rapport salarial de subordination, vous avez des personnes qui ont peut-être une potentialité juridique de faire des choses, mais qui n'osent pas le faire de peur de perdre leur travail. Donc si on veut vraiment... Vous nous dites, il y a un lien entre le donneur d'ordre et ceux qui font les travaux? Non, mais vous avez des contrôleurs de sécurité qui sont rémunérés par les entreprises. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Aubin, il va vous expliquer ça très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez de corruption? Non, non, de pression. Ils dépendent. Comme un médecin du travail n'est pas toujours indépendant. Voilà. Nous souhaiterions que la médecine du travail soit indépendante. Nous souhaiterions aussi que les coordinateurs de chantier soient totalement attendez, indépendants. C'est pas une question de corruption, c'est une question de place dans la chaîne. Je vais vous expliquer, monsieur Aubin. J'ai un exemple très précis. Chantier de l'Assemblée nationale, ici à Paris, où sur ce chantier, il y a des salariés qui semblent plus ou moins dans l'illégalité. À l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale. On a un coordinateur de chantier qui soulève le problème auprès de sa hiérarchie, et il est viré du chantier parce qu'il a dévoilé ces situations-là. C'est ça la réalité aujourd'hui. Attendez, et oui, et ça a été dit, ça a été dévoilé, y compris lors d'un entretien. C'était M. Larcher encore à l'époque. Vous dites le contrôleur est juge et partie. Le coordinateur de chantier, effectivement, qui est là pour faire respecter la sécurité. Si c'était M. Larcher, c'était au Sénat. Non, monsieur là, c'est pas depuis qu'il est président du Sénat. Quand ça a été dévoilé à l'époque, sur ce chantier, donc c'est quand même pas si vieux que ça. On a eu cette situation et le coordinateur de chantier s'est adressé à la CGT en disant ces situations-là, moi je ne peux pas les accepter. Effectivement, ils sont inacceptables. Nous sommes en gros 450 sections d'inspection du travail, c'est-à-dire moins qu'au début du siècle dernier, pour 16 millions de salariés et 1 200 000 entreprises. Il faudrait au moins doubler ou tripler, monsieur le ministre, les sections d'inspection du travail si on veut clairement affirmer la volonté de lutte contre le travail dissimulé. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre le travail dissimulé. Car nous n'en avons pas les moyens. Et deuxième chose, quand nous faisons des procès-verbaux, quand nous agissons, nous n'avons pas de suivi judiciaire, pas de sanctions suffisantes, et nous n'avons pas la possibilité d'arrêter le processus infernal de sous-traitance. Quand j'arrive sur un chantier, comme tous mes collègues... Monsieur Filoche, attendez, parce que là, on s'engage vraiment sur le débat de fond. On voit la fiche du donneur d'ordre, puis on voit 50, 60, 70 entreprises en cascade, que Pascal Cherki ne peut pas contrôler, et dans lesquelles vous avez le pire. Pas parce que les gens d'ailleurs sont totalement mauvais,
Moi, j'ai vu des petits chefs d'entreprise qui bossent 14 heures par jour. 14 heures par jour, et puis qui payent avant de rentrer dans le chantier. Ils donnent 3 000 € pour avoir le chantier. Voilà. Et puis après, ils se vengent sur des, si j'ose dire, sur des pauvres gens qui viennent d'ailleurs. Ils se vendent sur des pauvres gens. C'est les grands, les donneurs d'ordre qui sont en cause. Ou est-ce que c'est je vous en prie, monsieur le ministre. Seul, non, parce que c'est intéressant. Mais bon, je pense d'abord dans le cas de la mairie de Paris, je pense que ça peut arriver. La mairie de Paris n'est pas en cause. Simplement. Ça arrive aussi au ministère des Finances dans des chantiers. Il y a des chantiers, il peut y avoir des travailleurs. Je n'imagine pas que ça puisse arriver au ministère des Finances. Mais enfin, ce qui est très important, c'est le contrôle des chantiers. Donc le maître d'ouvrage, il doit contrôler son chantier. Vous avez bien, vous, dans vos écoles, comme c'est un chantier a priori qui durait depuis longtemps, donc vous avez bien des rendez-vous de chantier. Vous avez un architecte qui est chargé de ça. Vous avez donc quand même une série de gens. Il faut arrêter de dire qu'il y a trop peu de monde. Il y a plein de monde. Donc il faut arrêter cette logique systématique, si vous voulez, de moyens, manque de moyens, on peut pas, on sait pas, on veut pas. Il faut arrêter, c'est trop simple tout ça. Il faut que chacun il y a les moyens aujourd'hui de faire des contrôles. Mène ses responsabilités, évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dans le domaine des chantiers, il y a les moyens de faire des contrôles. On peut aujourd'hui, depuis le mois de juin dernier, quand on prend quelqu'un sur un chantier, auparavant, évidemment, l'employeur, on a vu le type d'employeur, c'est-à-dire des esclavagistes, dire tout simplement, moi je l'emploie depuis 2 heures, depuis 3 heures, et sur le plan, alors il y a une suite pénale, mais sur le plan administratif, il y avait assez peu de choses à faire. Aujourd'hui, on peut systématiquement mettre une amende qui correspond au moins à 6 mois de cotisation fondée au SMIC. Donc c'est extrêmement dissuasif. On va revenir sur les sanctions. Et puis quand même, on va revenir sur les sanctions tout à l'heure. Mais vous avez dit un mot, vous avez dit esclavagiste. Oui, bien sûr. Et je voudrais qu'on écoute un témoignage, quelqu'un qui est avec nous sur ce plateau, mais qui tient lui aussi à rester discret, à rester masqué. Et là, on est dans une problématique bien particulière qui est celle des sans-papiers dans le travail au noir, qui ne représentent pas, il faut bien le clarifier, bien le dire clairement, qui ne représentent pas la majorité du travail au noir en France, loin de là. Sacha est avec nous, bonsoir. Vous êtes arrivé en France il y a 7 ou 8 ans. Et depuis, vous avez, pendant des années et des années, travaillé au noir, effectué des petits travaux, notamment dans le bâtiment. Ça a été une expérience douloureuse, je crois. Combien étiez-vous payé ? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, tout le monde. J'ai travaillé pendant 16 mois pour 15 € par nuit. Ça veut dire j'ai fait... j'ai travaillé comme veilleur de nuit et j'ai fait... 15 € par nuit ? Par soirée, de 18 h jusqu'à 8 h du matin. Et vous en parliez avec votre employeur ? Vous pouviez lui en parler ? Vous avez essayé de lui en parler ? Ah non, je pouvais pas parce qu'il est méchant. En plus, j'ai pas le choix. En plus, il m'a donné ce qu'on appelle le KGB pour dormir. C'est une chambre, il n'y a qu'un lit d'une place. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un lit où on peut rentrer en passager. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer normal. Il faut rentrer de côté comme ça. Il y a juste le lit. Est-ce que vous avez eu peur à certains moments de ne pas être payé ? Est-ce que vous aviez cette assurance-là d'être payé ? Oui, ça m'est arrivé avec lui de me donner des acomptes et de mettre plus avec un stylo. Ça veut dire il me payait avec un stylo. Il me donnait, par exemple, à ce moment-là, c'est le temps du franc, il me donnait 300 francs, par exemple, et une autre 70, une autre 50, une autre 60. Voilà. Comment est-ce qu'un jour, vous avez pu sortir de cela ? Vous avez pu trouver un autre travail ou échapper, en tout cas, à cet employeur ? Fait un temps, je me suis convaincu qu'il faut que j'élargisse ma connaissance, de connaître de plus du monde, de parler, de voir. Et c'est avec ça que je me suis arrivé à s'en sortir, à fréquenter des Français. C'est par mon intégration, si vous voulez bien. Et puis inutile de dire que vous ne pouviez pas dire à votre employeur, si ça continue, je vais vous dénoncer à la police. Non. Puisque vous étiez vous-même dans une situation d'irrégularité. Exactement. Un dernier mot, aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi à avoir ma régularisation et je travaille déclaré, je verse à la caisse, je cotise comme tout le monde et je suis très content. Et c'est une autre vie ? Une très très grande différence, une immense différence. Merci pour ce témoignage. Respecté par le patron, respecté par le chef, très bien. Je me repose à midi, comme tout le monde. Je sors normal comme tout le monde et je suis très content. Merci Sacha pour ce témoignage, merci bien. Puis on apprend une autre chose dans ce reportage, c'est ce qu'on pourrait appeler le coût de la période d'essai. C'est-à-dire lorsqu'on voit notre infiltré dire
je veux être payé plus et qu'on est en train de le renvoyer, eh bien, on lui apprend, on ne lui en avait jamais parlé avant, qu'il était en quelque sorte en période d'essai. Il fait cette découverte, on regarde cet extrait. Pour éviter d'ameuter les autres employés, le chef du chantier demande à Karim de le suivre dehors. Bon, si j'ai bien compris, on t'a pris à l'essai. Non, pas à l'essai, on m'a pris à... Non, on m'a pris... Oui, donc à l'essai. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, lui, comme chef, il regarde, il estime si il est d'accord ou pas pour t'embaucher par la suite. C'est bien ce qu'a dit. Ouais, mais moi, il ne me l'a pas dit, il ne m'a jamais parlé d'embauche. C'est qu'aujourd'hui qu'il me parle d'embauche. Oui, mais parce qu'il y a une période, dans chaque entreprise... Quand je lui parlais d'augmentation, il me parle d'embauche, mais sinon, il ne m'a jamais parlé d'embauche avant. Oui, attends. Ok, mais c'est même pas ça. Attends, laisse-moi finir. On a bien parlé, on a bien dit, dans toutes les entreprises, il y a une période d'essai avant de proposer un contrat. Oui. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Non, mais quand on rentre dans une période d'essai, on signe quelque chose quand même. Si je te prends, si je veux travailler avec toi, je ferai d'abord un essai. Et dans la période d'essai, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. C'est une période d'essai. Éric Aubin, vous êtes dans la construction, dans le bâtiment, c'est une technique connue, le coût de la période d'essai pour virer quelqu'un ? Écoutez, je crois que l'objectif d'employer ces travailleurs au noir, c'est effectivement de ne pas respecter le droit français, tout simplement. La période d'essai est effectivement aujourd'hui un droit, alors souvent méconnu, y compris des salariés, donc parce qu'il peut l'embobiner, l'employeur, le responsable de chantier. Le gars ne connaît absolument pas ses droits, donc il arrive effectivement à l'embobiner. Je crois qu'on pourrait prendre tout le droit du travail aujourd'hui, tous les droits sont bafoués dans ces milieux-là, c'est clair. Quand on pense que le gouvernement de M. Vors, ça fait la période d'essai à 8 mois. Après que le gouvernement précédent ait échoué sur la période d'essai à 2 ans. On n'est pas dans un débat politique entre militants. C'est très politique tout ça. Oui, mais ne prenez pas ça à ce niveau-là, s'il vous plaît. Prenez-le à un niveau suffisamment élevé. Pardonnez-moi, j'ai juste une question pour Pascal Cherki. C'est le chef de chantier qu'on voit là, c'est-à-dire tout de même un interlocuteur de la mairie de Paris, on imagine. C'est lui qui va parler de période d'essai à quelqu'un pour qui il n'en a jamais été question jusque-là. Ça vous interpelle ? Oui, bien sûr. Mais je maintiens ce que je dis. Bon, bien évidemment, il faut qu'il y ait plus de contrôle de tout le monde. En même temps, quand on fait un rendez-vous de chantier officiel, vous savez, c'est comme des visites de ministres ou d'adjoints au maire dans les équipements. Voilà, tout est beau et tout est propre. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut que l'inspection du travail ait plus de moyens. Oui. Mais ça ne nous exonère pas de nos propres responsabilités. Mais je maintiens, quand un homme politique commet un délit pénal lié à ses fonctions, il peut être inéligible, rendu inéligible. Quand quelqu'un commet une faute, elle peut être sanctionnée. Je pense qu'une entreprise, quand elle reçoit un marché, si elle organise la sous-traitance pour se faire une marge plus importante, et que plus on descend dans la chaîne de la sous-traitance, plus il y a de l'exploitation, si cette entreprise, elle doit être rendue responsable de ce qui se passe en dessous, et je pense que si on l'exclut de la commande publique, vous verrez qu'ils préféreront avoir recours à un bon fonctionnement avec leurs sous-traitants. Parce que là, on est dans un rapport capitalistique. Voilà. C'est la question de savoir qui se récupère la marge et qui fait le profit. Vous savez que c'est le cas. C'est le cas. Pour qu'une entreprise soit admise sur un marché public, il faut qu'elle fasse la preuve qu'elle est en ordre, que les gens qui vont travailler, etc., sont en ordre. Donc là-dessus, je pense que les marchés publics se sont puissamment, j'espère en tout cas, on le voit tous les jours, puissamment réorganisés, et c'est tant mieux. Il y a des responsabilités de contrôle. La mairie de Paris ou un autre donneur d'ordre, un client, il doit évidemment contrôler que les choses se passent correctement. Et puis derrière, il y a des responsabilités pénales. J'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, ça rigole pas avec ça. Les parquets suivent lorsqu'il y a un travail au noir qui est vraiment démontré. Les parquets suivent, l'administration aussi. Enfin, franchement, on rigole pas du tout avec ce type de situation. Pardon de mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que les sans-papiers de cette manière, c'est-à-dire un peu corvéables, ne sont pas finalement indispensables à l'économie française ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, heureusement, pas du tout. Ils sont en situation. Ça aussi. Mais non. C'est une soupape. Non, surtout pas. Finalement, que ça ferait partie du système. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils sont dans situation de fragilité puisque sans-papiers arrivaient installés illégalement sur notre territoire. Donc à ce moment-là, il faut lutter contre l'installation illégale sur le territoire et puis attirer des populations au fur et à mesure du temps, donner les papiers quand il faut les donner. Enfin, ce que font tous les grands États démocratiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et nous le faisons. Ils arrivent en France parce qu'ils savent qu'ils auront du travail. Non, mais ils n'en ont pas toujours. La preuve, c'est que beaucoup vivent dans des conditions... Ils sont exploités sur le plan du travail, exploités sur le plan du logement.
Donc on voit bien qu'il faut lutter contre l'arrivée de personnes en situation illégale. C'est ce que fait Brice Hortefeux, c'est ce que fait le gouvernement, et en parfaite humanité. Éric Aubin, le bâtiment, vous qui connaissez ça, peut se passer des sans-papiers ou ça fait finalement partie de l'organisation générale de ce secteur? Il ne faut pas faire d'amalgame entre sans-papiers et travail illégal. Tout à fait, c'est ce qu'on disait, c'est une minorité. Mais là, on était sur cet exemple-là parce que c'est les situations les plus dramatiques. Un exemple précis, j'aime bien parler de choses concrètes. La semaine dernière, nous avons bloqué un chantier où il y avait des travailleurs sans-papiers sur le chantier. Le premier parapluie qui a été sorti, c'est de dire c'est pas chez nous, c'est chez les sous-traitants. Donc je crois que c'est ça. Il y a une espèce d'organisation autour du travail au noir ou autour des travailleurs sans papier qui est réelle. Et ensuite, vous disiez, est-ce que c'est pas finalement une soupape de sécurité? J'ai rencontré la Fédération nationale des travaux publics le 7 octobre dans le cadre de la journée sur le travail décent. On a parlé de ces questions des sans-papiers. La réponse de la Fédération nationale des travaux publics a été de nous dire finalement, c'est pas plus mal qu'on ait les sans-papiers sur nos chantiers, parce que la crise financière va aboutir à des pertes d'emplois dans le secteur, et donc par conséquent, les salariés vont être rassurés de savoir que c'est pas eux qui seront touchés les premiers. C'est une... Non, attendez, c'est un responsable de la Fédération nationale des travaux publics qui m'a tenu ces propos-là. On ne pourra pas nous les confirmer, il n'est pas là. Mais ce sera intéressant. Il avait l'air de dire que c'était un mal nécessaire. Il avait l'air de dire que c'était un mal nécessaire. Je ne peux pas laisser dire ça. Ils le savent. Je ne peux pas laisser dire ça. C'est pas un mal nécessaire. Il faut respecter les lois dans notre pays. Donc c'est pas un mal nécessaire. C'est pas ce qui fait fonctionner l'économie. C'est pas le travail au noir qui fait fonctionner l'économie. Elle vérole l'économie. Pourquoi? Parce que c'est une concurrence qui est anormale par rapport à des entreprises qui sont dans la légalité. Quand vous vendez du travail comme ça à 60 € la journée, sans charge sociale, sans impôt, sans rien et sans rien autour, à ce moment-là, vous êtes évidemment en concurrence avec des entreprises qui le vendent plus cher parce qu'elles respectent la loi. Donc c'est une vérole. Et les entreprises, la Fédération du bâtiment... un idéal finalement un peu abstrait, la Fédération du bâtiment, main-d'œuvre évidemment, fait tout pour lutter contre ça. Parce que toutes les entreprises, la très grande masse des entreprises qui remplissent leurs obligations, elles sont fragilisées par quelques entreprises de cette nature qui ne le font pas. C'est ça quelques entreprises. Si vous permettez de pas pouvoir je ne peux pas laisser l'opprobre sur toutes les entreprises. C'est trop simple de faire ça. Je ne veux pas vous laisser dire ça. Vous semblez dire que c'est un phénomène marginal qui ne touche pas au cœur du système, par exemple, dans le bâtiment. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Oui, mais moi, je vous dis, le cœur du système du bâtiment repose pour l'essentiel sur la sous-traitance. Et cette sous-traitance est consciente et voulue. Elle est faite pour tirer le maximum de choses de la petite, de la moyenne entreprise. Égale travail de la petite illégal. et de la moyenne entreprise. Il y a plein de sous-traitants qui sont normaux. Bien sûr que si, monsieur. Quand vous faites, je vous emmène dans n'importe quel chantier parisien, n'importe lequel. On y va demain matin si vous voulez. Nous rentrerons, vous verrez la fiche du grand groupe. Bouygues, Dumez, Prado Morin, ce que vous voulez. Puis vous allez voir les 50 ou 60 entreprises qu'il y a en dessous. Quand vous allez commencer à faire l'enquête avec moi, pour demander les papiers, vous verrez tout de suite le problème. Quand vous allez demander pour les horaires, vous verrez tout de suite le problème. Sous-traitance égale sans papier. Oui, et c'est pour ça que moi je suis favorable parce que le donneur d'ordre soit responsable. Mais le donneur d'ordre l'est. Il est responsable. Mais qu'il soit responsable. Il est responsable de la sous-traitance. Non, pas il en est pratique, responsable. monsieur. Je sais bien les textes. Devant le juge, il est responsable. Il est co-responsable. Je sais bien que les textes donnent une petite ouverture dans ce sens-là. Mais la vérité, c'est que le donneur d'ordre devrait être responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, financièrement, économiquement et socialement, c'est-à-dire en termes de sanctions pénales. Et si c'était le cas, le grand groupe serait condamné si on trouve un clandestin sur son chantier. Et non pas pourrait s'abriter derrière le sous-traitant. Je vous propose aussi qu'on adopte. Je ne suis pas défavorable à ça. Je ne suis pas défavorable du tout à ça. Je suis favorable pour les systèmes aussi dans les. Je suis favorable pour qu'il y ait des systèmes de responsabilité. Je ne suis pas défavorable du tout à cela. Et vous savez bien qu'on vient de créer une délégation nationale de lutte contre la fraude pour essayer de mettre. Sans doubler l'effectif de l'inspection du travail. Oui, enfin, vous savez, c'est 5 personnes. Donc, c'est pas ça qui nous permettra. Oui, c'est ça. C'est uniquement pour la stratégie, pour faire en sorte aussi de rapprocher des fichiers quand il faut et de donner, avec le ministère de la Justice, de nouveaux moyens pour être encore plus fort dans le domaine de la sanction. Car s'il n'y a pas suffisamment de sanctions, évidemment, les phénomènes prospèrent. Alors, on a évoqué là le problème spécifique des sans-papiers, et là, on va vraiment parler du travail au noir de manière plus générale, avec les conséquences. Parce que finalement, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a un ennui, c'est la défausse générale. C'est ce que montre un extrait précis de notre film avec notre infiltré dans le secteur de la restauration. Regardez. 30 minutes plus tard, Laurent décide de faire croire à son patron qu'il vient d'avoir un accident de scooter. La réaction de son employeur est édifiante. Oh merde. Voilà. Non, je suis tombé tout seul en fait. J'ai pilé derrière un bus et je suis tombé.
Ah putain. Après la livraison, c'est ça? Juste après la livraison, ouais. Eh ben écoute, Qu'est-ce au courant, qu'est-ce que je te dis là? qu'est-ce que je fais Tu te baladais là, hein? Comment? T'étais en promenade là, hein? J'étais en promenade? Ouais. Je dis pas que je travaille pour toi? Non. Voilà, je ne dis pas que je travaille pour toi, autrement dit, c'est la société qui paiera pour ce qui devrait être quelque chose entre l'employeur et son employé. Dany Delval, si je vous demande si c'est déjà arrivé chez vous, j'imagine que vous allez me dire non, mais tout de même, là on est dans la restauration, vous disiez c'est la restauration debout, il y a aussi des tables dans ce restaurant, est-ce que cette pratique, vous la connaissez, est-ce qu'elle est fréquente? Non, mais écoutez, Monsieur Pujadas, je voudrais simplement dire que, encore une fois, on attire l'opprobre sur un métier qui a vraiment beaucoup de mal en ce moment. Et je voudrais profiter de l'antenne pour pouvoir... conteste, hein. Non, mais pour pouvoir dire quand même que nous avons chez nous des chefs d'entreprise qui sont courageux. La conjoncture n'est pas facile et on s'efforce par tous les moyens que l'on a de redorer l'image de la restauration. Alors, vous me posez une question sur cette personne-là. Parce que quand on a fait cette enquête, je ne vous le cache pas, hein, beaucoup oui. nous ont dit oui, bien sûr, c'est la vérité. Oui, la restauration a du mal à se passer du travail dissimulé. Je ne connais pas un restaurant traditionnel qui prend un scooter pour aller livrer les plats. Premièrement, il y a des problèmes, des conditions de rupture de chaîne du froid, etc. C'est-à-dire que ces restaurants-là, ils sont un peu traditionnels, bandeurs. Monsieur Pujadas, vous les connaissez, c'est ceux que vous fréquentez, j'imagine, et je l'espère, et que nous fréquentons tous. C'est-à-dire que vous rentrez dans un restaurant, vous avez le chef de rang, le maître d'hôtel qui souvent vous reconnaît. C'est la preuve qu'il est bien identifié et il fait partie de l'effectif de l'entreprise. Ça, c'est pour la salle. Vous dites qu'il n'y a pas de travail au noir dans la restauration? Je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de travail au noir. Je vous ai dit que ça tendait fortement à diminuer et que nous faisons 61% des cas en Ile-de-France. L'enquête de l'ACOS, l'Agence des caisses et des organismes de sécurité sociale, 7123 restaurants en l'été 2007. 61% de cas, les restaurants assis. 61% de cas de travail illégal en Ile-de-France et 25% sur toute la France. Cette enquête de l'ACOS était sérieuse quand même. Alors, Madame Delval. Monsieur, je suis désolée, je respecte beaucoup votre position et je ne la mets pas en doute. Seulement, moi, je suis représentante d'une organisation syndicale patronale où nous passons des messages très forts à nos chefs d'entreprise et ils les respectent et nous sommes écoutés. Nous travaillons fortement avec le gouvernement à mettre en place des systèmes pour que les extras, ça se passe bien. Tout le monde est déclaré aujourd'hui. Je vous assure que s'il y a des entrepreneurs qui ne le font pas, qui nous disent demain comment ils font, c'est très compliqué de frauder. C'est un chiffre inventé ou c'est un... Mais Monsieur Pujadas, c'est très compliqué de frauder, je vous assure. Aujourd'hui, nous avons des systèmes de déclaration à l'emploi que l'on peut faire par fax, qu'on peut faire par Internet. Oui. C'est tout à fait facile. Donc, il y a fraude et fraude, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire, souvent dans la restauration, apparemment, c'est quelqu'un qui est déclaré pour quelques heures et puis qui travaille en fait sur un mi-temps ou un trois quarts temps ou même un plein temps. Mais ce qui me dérange... On n'essaye pas de criminaliser un secteur, on essaye de dire qu'il y a des pratiques visiblement qui sont assez banalisées. En parallèle avec un système, avec un autre domaine que je connais peu, qui n'est pas le mien, celui du bâtiment. Moi, je suis dans la restauration avec des entreprises, des enseignes qui sont souvent des enseignes qui sont reconnues sur la place publique et complètement identifiées. Vos inspecteurs peuvent venir de même pousser les portes, ce qu'ils font d'ailleurs. Sur des grands événements, moi, je peux vous assurer que sur la ville de Lille, nous avons une brasserie, une braderie qui est forte en termes de population, donc forte en termes de travailleurs ponctuels pour cet événement-là. Et c'est le jour où nous avons le plus de contrôles. Quand on regarde sur le BTP, dans les contrôles qui sont faits, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a beaucoup de contrôles. La moitié des contrôles, c'est les entreprises de BTP. Le quart restant, c'est à peu près les hôtels, cafés, restaurants, et l'autre quart, c'est l'ensemble des autres secteurs. On voit bien évidemment qu'ils sont sous tension de contrôle extrêmement forte, et que très franchement, quand on emploie un travail d'une manière illégale, on prend des risques en France qui sont des risques très importants. C'est pas vrai que c'est pas sanctionné, et c'est pas vrai qu'on prend pas de risques. On prend des risques très importants. Et comme il y a de moins en moins de charges sociales sur les bas salaires, on prend des risques encore plus importants pour pas grand-chose. Gérard Filoche, je voulais vous entendre, vous, parce qu'en tant qu'inspecteur du travail, il vous est arrivé d'assister à des accidents du travail, comme celui qui était simulé ici dans le film, et que parfois, il vous est arrivé même de voir des accidents du travail en quelque sorte décalés dans le temps pour les faire rentrer dans le droit. Expliquez-nous ça. J'ai en souvenir, c'était dans les lieux très connus à Paris, au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers, d'un travailleur sans papier malien, 34 ans, écrasé dans l'ascenseur. Il n'aurait pas dû être là, quoi. Mais c'est parce que les conditions de travail sont ce que vous avez montré dans le film. J'ai souvenir
rue de la Michaudière, il y a 2 ans, un jeune Roumain de 20 ans. La grande entreprise n'avait pas mis d'ascenseur de chantier de ce côté-là, elle avait mis des goulottes, on faisait tomber des goulottes, du béton dedans. Ouais, ça s'est cassé au milieu, ça l'a écrasé, 20 ans, il est mort. Son copain, 25 ans, roumain, est dans un fauteuil pour le reste de sa vie. Et vous nous racontiez aussi que de temps en temps, les entreprises se débrouillent Ils trichaient, oui. C'est-à-dire Là, j'avais un cas où il y avait un gars qui avait eu un accident, il était tombé, on m'appelle, c'est des voix anonymes au bureau. Et je ne sais pas trop comment le prendre, parce que par quel bout. Une sorte de dénonciation, il y a un accident de travail là-bas. Je finis par y aller, puis je vois des traces, la verrière sur laquelle on m'avait dit que quelqu'un était tombé avait été nettoyée, mais il n'y avait rien. Et tout le monde me disait, non, il n'y a rien, silence, la loi du silence total. Les salariés avaient peur, et toutes les réunions de chantier que vous me décriviez tout à l'heure, alors là, ils étaient tous là. J'ai même parlé du film La Promesse de Dardenne, d'une gêne générale, parce que c'est là où il y a un travailleur immigré qui se fait tuer et qu'on fait disparaître le corps. Mais c'était presque ça. C'est-à-dire qu'en vérité, le gars avait été blessé, on lui avait dit rentre chez toi pour ne pas avoir les injonctions de la CRAM et payer des cotisations plus élevées à cause de l'accident, puis il n'était pas en règle. Et alors on l'a réintégré, c'est presque un film policier, on l'a intégré 8 jours plus tard, on m'a dit il y a un accident. J'ai dit tiens, dans le même endroit? On me dit oui. Et là c'était vrai. Le gars avait été emmené à l'hôpital, entre-temps, il n'avait pas pu être soigné, il avait un choc psychique, en plus un oubli, un choc de mémoire. Et donc on l'a réinséré dans le circuit. On a réorganisé l'accident une semaine plus tard. Alors ça, c'est un cas exceptionnel. Là, pour le coup, c'est exceptionnel. Mais tout arrive malheureusement dans ce monde-là. On est dans le monde des voyous, donc tout peut arriver. Il y a quand même l'inspection. Si vous saviez ce que c'était pas un monde de voyous, c'était une très grande entreprise avec une cascade de soins au milieu de Paris. Un comportement illégal, donc un comportement de délinquant, puisque c'est illégal. Mais ce que je veux dire, c'est que dans votre vie d'inspecteur du travail, vous avez vu aussi beaucoup d'entreprises en règle. Moi, je ne dis pas que je sous-estime le phénomène. Il est très important, le phénomène du travail au noir, et on met des moyens très importants pour tenter de lutter contre cela, et on va en mettre de plus en plus. Donc la question est pas là. La question est aussi de dire, en France, c'est pas un phénomène normal. C'est-à-dire que les inspecteurs du travail, quand ils font beaucoup de contrôles, ils contrôlent aussi, dans 9 cas sur 10, des entreprises qui sont dans les règles. Alors là, on sort des réseaux et tout le monde va se sentir concerné. Pardon, Monsieur Filoche. Jacques Manardo nous a rejoint. Bonjour, Monsieur Manardo. Vous êtes président de la Fédération des entreprises de services à la personne, c'est-à-dire les babysitters, les nounous, les femmes de ménage, les gardes à domicile. Et vous dites clairement, dans mon secteur, il y a 90%, enfin disons, il y a une très grande majorité de travail au noir. Alors la question que je voudrais vous poser, puisqu'on est sur la question des accidents, chacun d'entre nous a eu des babysitters, des nounous, en général on essaie de les déclarer, mais ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit un accident dans la restauration. Qu'est-ce qui se passe pour le travail à domicile quand il y a un accident ? Monsieur Pujadas, laissez-moi d'abord vous rejoindre. Le travail au noir, ça me scandalise. Premièrement, pour les raisons que vous avez tous évoquées, aucune protection du salarié, du travailleur, donc c'est scandaleux. Mais la deuxième raison qui me scandalise, c'est qu'en fait, c'est un problème, les 55 milliards de l'INSEE qui sont déjà vieux, 2005, c'est beaucoup plus. Le montant de l'enveloppe qui est détournée de l'économie. Non, mais j'insiste parce que c'est très, très important. Et pour moi, un choc en tant que citoyen. Et là, depuis le début, je pense que votre débat, je ne pense pas que c'est fait exprès, a détourné la question. Vous êtes en train de vous concentrer, je suis d'accord avec M. Woerth, sur un petit aspect du problème. Moi, ce qui me choque, c'est que j'ai la chance d'être dans des entreprises où on ne peut pas faire de travail au noir pour les raisons que vous évoquez. Le risque est tel qu'en plus du risque d'employeur ou de salarié, des infractions à caractère pénal ou financière, il est impossible de prendre le risque de nuire à la santé de l'enfant, du petit, de la personne âgée, de rentrer dans la sphère intime des gens. Attendez, vous dites qu'il n'y a pas de travail au noir dans votre secteur ? Il n'y a pas de travail au noir dans les entreprises. Donc, dans les entreprises. Donc, justement, comme je m'amuse depuis tout à l'heure à entendre l'incroyable détournement, on n'aborde pas le vrai problème du travail au noir. Le travail au noir en France est un problème de citoyenneté. Les 55 milliards, ce n'est pas des entreprises X et Y, ce sont des particuliers. Et le particulier, c'est-à-dire nous tous qui embauchons quelqu'un à la maison. Le particulier est en France le plus gros employeur au noir. Donc je voudrais qu'on parle de ça. Et je pense qu'il y a, ce qui n'exclut absolument pas, M. Filoche a raison, tout le monde a raison, qu'il y a des poches de travail au noir. Mais l'idée que le travail au noir est un problème de quelques entreprises ou quelques milliers d'entreprises dans certains secteurs, c'est détourner la réalité. Dans la réalité, le Français, la Française,
sont de très gros employeurs noirs et nous avons la moitié des Français qui sont employeurs noirs. Je reviens à ma question. Quand on emploie quelqu'un au noir et qu'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. C'est la raison pour laquelle, fort heureusement, le système associatif d'aide à domicile ou le système des entreprises que je représente se développe de façon très importante, puisque le Français se rend bien compte que la rigidité, la dureté des sanctions et les risques sont intolérables. Donc, si vous faites garder votre enfant par quelqu'un qui n'est pas déclaré, les risques sont extrêmes. Vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de recours, vous ne pouvez pas être assuré. Donc, aujourd'hui, remettre son enfant... Là, on parle des personnes qui emploient du personnel à domicile. Le risque pour elles, s'il y a un pépin... Tout à fait. Je parle du particulier. Pas d'assurance, aucune assurance, aucune garantie, aucun remboursement. Le cas de M. Filoche, le corps qui tombe, etc. Si c'est celui de votre enfant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retourner contre qui? Donc, faire garder ses enfants, faire servir sa sphère privée par l'emploi illégal est une vraie folie. Malgré ça, ça reste un cas sur 2. Donc nous, les entreprises du secteur, entreprises employeurs, nous n'avons pas ce risque. Il nous est impossible de prendre ce risque. Donc on est très à l'aise. Je vous écoute tous, ça ne me concerne pas. Et vous ne voulez pas parler du vrai problème. Et je pense les particuliers. Le vrai problème, c'est le Français, la Française, c'est une question de citoyenneté. Et je suis scandalisé en tant que payeur de Il y a des contrôles pour les particuliers? Non, puisque justement, on parle beaucoup des plans de lutte contre le travail illégal. Or, il est impossible, M. Filoche, de rentrer au domicile. L'inspecteur du travail, si le particulier l'autorise, il n'a pas besoin d'aller voir le juge. Mais le gendarme, ça ne peut pas rentrer. Donc, on a une espèce de bulle absolument extraordinaire, qui sont les foyers, qui sont à l'abri de la lutte contre le travail noir. Donc je vous assure qu'en termes de nombre et en termes de milliards, vous êtes, M. Woerth, vous êtes en train de parler d'une petite minorité par rapport aux chiffres. Donc dans les 55 milliards de l'INSEE de 2005, quelle est la part particulier, quelle est la part entreprise? Donc vous êtes en train de mettre le focus complet sur des populations, des entreprises, etc. Et je suis d'accord, ça n'est pas le problème essentiel. Sur le travail au noir, un autre aspect que montre le film, c'est que ça n'arrange pas seulement les patrons, parfois ça arrange bien aussi les salariés. On revoit un extrait. Seul aux commandes de son propre restaurant, le patron décide de tout. Presque tous ses employés sont au black, comme David, par exemple, l'autre livreur. Ça va, au niveau financier, tu t'en sors assez 30 € de service? Ouais. J'ai un peu au black aussi ou... Non, moi je suis au black ici. Totalement? Ah ouais. Pareil. Au black parce que moi j'ai des filières. Ouais. Tranquille. Et là, il faut que j'aille voir un travail pour le soir. Je fais un petit travail pour le soir. Je vais voir, faut voir ce que ça donne. Super. Florence Weber nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur le travail au noir. Et vous dites, dans l'un de vos ouvrages, en l'occurrence celui-ci, Le travail au noir, une fraude parfois vitale, c'est aux éditions Rue d'Ulm, que, bien souvent, le salarié, comme on vient de le voir, ça l'arrange également. Alors effectivement, je pense qu'on ne comprendrait pas l'ampleur du phénomène si on ne comprenait pas qu'il répond à une nécessité pour une partie des personnes employées. Alors lesquelles? Alors évidemment, vous avez parlé des salariés sans papier. Bon, ça c'est évident que pour eux, c'est absolument vital et ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être en règle pour tout, mais pas pour... Encore qu'on a vu des sans-papiers avoir un travail régulier avec Absolument. Des fiches de paye, payer des impôts, cotiser à la Sécu. Ils peuvent être parfaitement en règle, et ça c'est un des points importants, c'est que le travail au noir, il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Le travail au noir, c'est quelque chose qui gêne qui va contre plusieurs morceaux du code, et donc on peut très bien être en règle pour un des morceaux et pas pour un autre. Alors l'autre partie des gens que ça arrange, qui sont-ils? Alors, il y a encore deux autres... Les assédiques, comme on l'a vu? Ceux qui sont au chômage? Certes, il y a des questions autour des gens qui perdraient des droits s'ils étaient déclarés. Donc là, je voudrais encore faire une remarque d'ensemble par rapport à ce qui a été dit jusque-là. C'est qu'on a tout vu dans le noir complet. On a totalement criminalisé l'ensemble des pratiques. Et le travail au noir, c'est en réalité une gamme très étendue, depuis le gris le plus clair jusqu'au noir le plus noir. Et donc il y a, me semble-t-il, on a intérêt à distinguer la gamme de ces pratiques. Alors moi, si j'accepte un travail au noir, quelles peuvent être mes raisons? J'ai des droits au chômage et je ne veux pas les perdre.
j'ai des droits au RMI, je ne veux pas les perdre. Oui. C'est à ça que vous faites allusion? Mais pas seulement, vous pouvez ne pas avoir l'autorisation de cumul, vous pouvez Cumul d'emploi. ne pas pouvoir cumuler, vous pouvez aussi considérer, et ça c'est des choses qui arrivent, que vous êtes déjà protégé, par exemple le cas des épouses d'ayants droit, et que vous voulez bien payer, donc vous voulez bien être déclaré, votre patron veut bien vous déclarer. Mais si les choses se font comme ça, vous ne gagnez rien puisque vous étiez déjà ayant droit et vous risquez de perdre un certain nombre d'avantages qui sont des avantages liés à des statuts, par exemple à des statuts d'inactivité. Est-ce que c'est une grande partie du travail au noir, selon vous? C'est extrêmement difficile de chiffrer déjà l'ensemble du travail au noir et alors aller dans les petites formes de la débrouille, là je pense que ça devient franchement difficile. En tout cas, ce qu'on retient de votre discours, c'est que vous dites que le travail au noir est tellement massif qu'on ne peut pas incriminer des comportements inciviques ou autres. Il y a un effet de système qui correspond effectivement à des calculs économiques. Alors moi ce que je voudrais dire ici, c'est que le travail au noir, c'est un symptôme et que c'est bien de lutter contre le symptôme, mais comme chacun sait, c'est plus intéressant de regarder quelles sont ses causes et d'où ça vient. C'est-à-dire? Eh bien, je pense que c'est un indicateur que certaines règles ne sont pas adaptées. Par exemple, pour la question des... alors, il y a 2 points que je pourrais prendre ici. La question des sans-papiers. Je pense que si ils trouvent du travail et qu'ils sont sur le territoire français avec un travail et qu'ils n'ont pas les moyens d'être déclarés, c'est que quelque chose ne va pas dans l'ensemble du système de l'économie mondiale. Là, on l'évoquait tout à l'heure pour le bâtiment. Et pour les autres? Qu'est-ce qui, dans notre système, finalement, si l'on vous croit, générerait du travail au noir? Alors, je pense qu'on est dans une situation où les plus pauvres, qui sont exclus, qui n'ont pas de travail, ont droit à des prestations sociales à cause de leur statut, du fait qu'ils n'ont pas de travail. Et donc, ces gens-là, s'ils reprennent un travail, ils perdent immédiatement tous les droits qui sont attachés à ce statut de non-travailleur. Alors, on a voté récemment le RSA qui est censé remédier à ça. De ce point de vue, effectivement, du point de vue du travail au noir, c'est une solution. Il faut voir qu'est-ce que ça donne. Gérard Filoche, pardonnez-moi, vous avez constaté que des salariés, effectivement, parfois, ça les arrangeait aussi? Mais à très court terme. C'est-à-dire, ils croient que ça les arrange. Ça les arrange malgré eux. Ils ont quelque chose. Mais après, ils y perdent surtout. Ils y perdent sur leur indemnité chômage s'ils sont au chômage. Ils y perdent sur leur retraite, qu'ils n'ont jamais. Oui. Donc, en vérité, c'est un effet d'optique. Tout à fait. On dit, vous avez ça, mais vous n'avez pas ce qui va à les cotisations sociales avec. C'est-à-dire que la part du salaire brut, elle n'existe pas. Il n'y a plus qu'une salaire nette. Comme on dit, je vous donne 10 €, mais vous n'avez pas de retraite. Je vous donne 10 €, mais vous n'avez pas de sécurité sociale. Je vous donne 10 €, mais vous n'aurez pas d'aide au logement, etc. Tout ce qui est la cotisation sociale, qui est un bonheur dans ce pays. On comprend souvent qu'ils ont quand même la sécurité sociale par ailleurs, parce qu'ils ont un droit social, ou qu'ils sont de RMI, ou des ACDI. Il n'y a pas de complémentaire, il ne va pas y avoir de mutuelle. Ils ont toute une série des choses de la protection sociale qu'ils n'ont pas. Donc vous reconnaissez qu'ils peuvent être consentants, mais qu'ils se trompent en le faisant. Ils perdent toujours. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu pas mal de travail au noir qui a été révélé, en fait, qui est passé de la zone totalement noire à une zone beaucoup plus éclairée? Plusieurs choses, notamment chez les particuliers, c'est la diminution des charges sociales. Il y a des avantages fiscaux, il y a des réductions de charges sociales, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour qu'en réalité, ça ne vous coûte pas plus cher de déclarer votre salarié que de ne pas le déclarer. Et pourtant, on continue à ne pas le déclarer. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à déclarer. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois, on voit bien dans les statistiques, et on voit bien dans les endroits en plus, qu'il y a des dizaines, probablement 100 000 emplois qui étaient au noir et qui ont été révélés parce que c'est plus facile. Mais c'est aussi la simplification, ce n'est pas uniquement un problème de charge, la simplification. Le chèque emploi service, ça date des années 93, quelque chose comme ça, qui après a été modifié, renforcé par le chèque emploi-service universel. Bon, tout ça facilite le paiement des charges, parce que finalement, l'employeur privé, souvent, c'est pas uniquement un problème de prix, c'est que c'est compliqué. Donc il faut simplifier au maximum les choses. Je veux vous entendre sur le chèque emploi-service. Finalement, ça revient pas plus cher de déclarer quelqu'un, et pourtant, M. Woerth dit, bon, c'est très efficace. Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui continuent à ne pas déclarer. Pourquoi? Il y a un problème de perception. Le travail au noir est le plus souvent une demande du salarié. Je parle dans l'environnement des services à la personne. Parce que le salarié croit que ça va lui rapporter plus, que ça va coûter moins. Et c'est un leurre absolu. Donc il y a des idées fausses pour les raisons de nature fiscale et sociale que M. Woerth a rappelées. Pour l'employeur, l'utilisateur, là encore, il n'est pas plus cher d'utiliser quelqu'un légalement. Donc, alors pourquoi continue-t-il à le faire de façon illégale? Monsieur Filoche le disait, pour une raison de communication et de perception.
puisque le chèque emploi-service, qui date des années 90 et qui a été étendu très largement en 96, est un outil formidable, puisque c'est un outil de protection contre le travail au noir. Vous ne pouvez pas encaisser un chèque si vous n'avez pas un pédigré, un numéro. Donc en fait, il suffit de payer un salarié avec un chèque emploi-service. C'est d'une très grande simplicité, puisqu'on n'a pas de fiche de paye à faire, c'est l'administration qui s'en charge, donc c'est absolument extraordinaire. Et pourtant, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que je crois qu'il y a un problème de prévention et qu'il est impossible de l'approcher par la simple sanction. De prévention, vous voulez dire d'éducation ? Prévention, d'éducation. De civisme ? Tout simplement, puisque nous avons en France... Qu'est-ce que vous préconisez, une très campagne... simplement, nous avons en France eu des succès extraordinaires. Je vais prendre 2 succès. Une merveilleuse campagne contre la vitesse sur route, les accidents de la route. Ça a été très, très, très réussi. La peur du gendarme aussi qui a beaucoup fait. D'accord, les radars, etc. Mais ça a été extrêmement rentable pour le Trésor et ça a économisé des dépenses de santé colossales. Le deuxième, c'est le même type de campagne sur le tabagisme. Ça a été d'un succès fantastique. Donc on pourrait faire la même chose pour le travail Et noir. moi je pense qu'on devrait, plutôt que de débattre savoir si c'est tel secteur, les petites entreprises, etc., on devrait tous ensemble, sans avoir à alléger la charge de l'État, c'est-à-dire ne pas créer plus de contrôle, parce qu'on a bien vu que c'est presque impossible de déployer 40 gendarmes pour un constat, etc. Donc, totalement d'accord. Je pense qu'on aurait dépensé quelques millions, ou quelques dizaines de millions, ça va peut-être faire mal au cœur de M. Woerth, quelques dizaines de millions, pour une belle campagne nationale de lutte contre le travail au noir, pour le civisme, et ça serait d'une rentabilité extraordinaire. Donc, en tant que citoyen, moi, je trouve incroyable qu'on n'en parle pas suffisamment et qu'on essaye de mettre l'opprobre sur tel ou tel secteur et les entreprises seulement. Bien, on en vient au dernier chapitre de notre débat sur les dangers de ce fléau de l'économie illégale et sur la possibilité des sanctions. On va revoir 2 extraits, 2 des images les plus frappantes de ce film, sur le bâtiment et sur le gardiennage. Ce que découvre alors notre journaliste est stupéfiant. Le chantier en question appartient à la mairie de Paris, c'est un chantier public. Karim et Guy ont été embauchés au noir pour rénover une école primaire. À l'intérieur, tout est en travaux, des salles de classe jusqu'à la cour de récréation. Le chantier a été attribué par la mairie de Paris à une entreprise privée de BTP située dans les Hauts-de-Seine. Cette société a ensuite sous-traité ce marché à une vingtaine d'autres compagnies. Ça marche. Ils appellent Denis dès que je suis là-bas. Ok, ça marche. À demain alors peut-être. Bonne soirée. Une adresse, un travail, aucune question sur Yanis ni sur les papiers du chien. Pourtant, le site à surveiller cette nuit est très sensible. C'est une centrale EDF. C'est ici que s'alimente en électricité une grande ville de banlieue. Sous-traitant la sécurité du site, aucun représentant de l'entreprise publique n'est là. Devenir maître chien en noir, rien de plus facile. Voilà, il y a tout de même de quoi être sidéré quand on voit qu'une installation de cette importance-là est gardée par quelqu'un qu'on ne connaissait pas le matin même, dont on n'a aucune garantie sur le chien, sur son passé, et qui va assurer la surveillance pendant toute une nuit. Je précise que nous avons invité EDF à s'exprimer. EDF qui nous a envoyé un communiqué en précisant que l'entreprise tente d'aider ses divers sous-traitants ou ses divers contractants sur des marchés comme celui-ci. L'entreprise qui précise aussi qu'elle s'attache à déployer les meilleures pratiques de la gestion de ses ressources humaines. Fin de citation. Lucien Contou nous a rejoint. Monsieur Contou, bonsoir. Vous êtes en charge des contrôles de l'URSSAF en région parisienne. Soyez franc, est-ce que vous avez les moyens de vraiment limiter ou de vraiment sanctionner lorsqu'il y a des cas comme celui-ci? Si on rencontre le cas, on travaille dessus, on verbalise et on chiffre les cotisations qui ont été éludées, mais ensuite contrôler l'ensemble de toutes les fraudes qui sont évoquées, il est toujours difficile de mettre l'inspecteur derrière chaque entreprise, et je ne veux pas jeter l'opprobre sur toutes les entreprises. Vous avez ciblé un certain nombre de secteurs. C'est pas par le contrôle qu'on y arrivera, selon vous. Vous avez peut-être eu beaucoup de chance, parce qu'il ne faut pas généraliser non plus. L'URSSAF, quand même, contrôle... On n'a pas cherché très longtemps, on le voit quand même. Oui, mais enfin,
On contrôle un certain nombre d'entreprises dans le cadre des contrôles classiques de l'URSSAF, contrôle comptable d'assiette, où ça se passe très bien. Ouais. Il y a des erreurs, il y a des erreurs d'interprétation des textes. Il y a de la délation. Oui, il y a de la délation. Et Qui dénonce? Quelquefois les salariés lésés, les entreprises, comment il faut dire, les entreprises lésées qui subissent une concurrence déloyale. Ouais. Éric Woerth dit c'est par la dissuasion qu'on arrivera et pas par la répression, vous êtes d'accord? Un peu des deux. Enfin, moi, il me semble que quelquefois la répression des uns, c'est un peu la prévention pour les autres. J'entendais parler d'une campagne exemplaire en matière de sécurité routière. On peut faire je pense que les radars aussi ont un peu aidé au civisme des Français. La vieille peur du gendarme. Donc là, il faut un mélange des deux. La répression, c'est la dissuasion, en fait. Voilà. Donc, moi, je donne toujours l'exemple, on parlait de la restauration. Je voulais rectifier un chiffre, monsieur Filoche. C'était 25% et non pas 61%. C'était 61% de petites anomalies qui avaient été constatées et 25% de travail dissimulé. En France, non. Île-de-France, c'était 61%. Île-de-France, on nous avait demandé de relever aussi les anomalies, l'absence d'un bordereau, qui n'étaient pas constitutives du délit. Non, c'est moi qui avais dirigé les contrôles sur l'Île-de-France. Je rectifie. Je sais que ça avait fait un tollé à l'été 2007. Et c'était une campagne qui avait été faite en 2005. Donc Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui, Gérard Filoche, quand on se fait prendre? D'abord, est-ce que c'est vrai que l'employé ne risque rien? Ah oui, heureusement, il est subordonné. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique, c'est l'employeur qui est responsable. Il n'y a pas égalité des responsabilités. Est-ce qu'il y a récemment des affaires où il y a eu des peines réellement dissuasives qui ont été prononcées? Vous demandez ça à moi? Je trouve pas. On demande à l'inspecteur du travail. J'entends bien, j'ai bien compris que c'était comme inspecteur. Mais nous, on a tellement de mal. Nos procès-verbaux, 3 sur 4 sont classés sans suite. Et lorsqu'il y a une condamnation... On en fait de moins en moins. Bon, parce que c'est pas assez dissuasif. On n'est pas suivi par le parquet, il n'y a pas de directive suffisante. Et donc, il n'y a pas une pénalité en droit du travail. Pas suivi par le parquet parce que c'est difficile de prouver le travail illégal? Vous direz en une phrase que c'est plus facile de sanctionner un jeune de banlieue qu'un employeur? Vous pensez qu'il y a une sorte de tolérance inavouée? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Étant donné qu'on travaille en lien étroit avec le parquet, par exemple, de Paris et les parquets de la région parisienne, on assiste au COLTI, maintenant au comité locaux uniques, enfin, ça dépend des départements. Quand même, les parquets, je ne dis pas qu'ils sont déjà submergés par les dossiers, mais enfin, il y a un suivi. Moi, je participais au COLTI de Paris, puisque le COLTI est maintenu à Paris. Il y a un suivi. Il y a quand même, par exemple, les PV de l'URSSAF. Bon, je ne veux pas... Monsieur Contou, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez en mémoire une sanction, une condamnation qui aurait été dissuasive ces dernières années? Oui, on en a eu dans la sécurité, on a eu des prisons... Quelle était la peine? De la prison ferme. Moi, j'ai eu un an de prison ferme dans une entreprise où on ne l'attendait pas, c'était une entreprise de formation. Oui. Vous savez prison ferme pour travail illégal. Éric Aubin, vous aviez un exemple aussi? On a une entreprise d'Auvergne qui vient d'écoper, dont le président vient d'écoper de 2 mois ferme. On a aussi une affaire en Bretagne, parce qu'il n'y a pas que la région parisienne. En Bretagne, l'entreprise principale de bâtiments qui s'appelle Cardinal, où l'employeur a écopé, en première instance, il avait écopé à 36 mois de prison, dont 18 mois ferme, et 45 000 euros d'amende. Bon, en appel, il a écopé des 45 000 euros d'amende et de la prison avec sursis. Et à payer tous les organismes de protection sociale. Donc, par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'on a réussi à avoir cette condamnation parce qu'il y a eu tout un travail du GIR, du groupement d'intervention régionale, qui a été extrêmement important, avec des moyens de surveillance pendant des mois, un peu ce qu'on voit dans le film. Oui, mais ça, on l'a très rarement. On l'a très rarement, quand même. Il y a un jeune homme de Jérôme Bianco qui est mort 32 ans, il est tombé de 8 étages. Il y a tout un procès dans le sud de la France, c'était à côté de Nice. 6 mois de prison avec sursis, alors que l'employeur n'avait pas mis de garde-corps et que c'était sa responsabilité. Vous savez, la vie d'un jeune homme de 32 ans et 6 mois de prison avec sursis... Éric Woerth. Il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment faire et sur lesquelles on doit continuer à renforcer notre politique de lutte contre la fraude et particulièrement contre la fraude au travail. Premier point, peut-être quand même, de dire que la moyenne des condamnations, enfin en tout cas sur le plan pécuniaire, sur le travail au noir, c'est 135 000 euros. 135 000 euros. Donc c'est des chiffres extrêmement importants. Ça représente pas grand-chose pour une petite. Il y a des moyennes, je veux dire, c'est pas rien. La politique pénale doit être renforcée. Donc nous avons mis en place, avec la délégation nationale de lutte contre la fraude, un groupe de travail avec la chancellerie pour qu'on renforce
plus l'attention des parquets, qui est une politique pénale de plus en plus affirmée, pour aller dans le sens des URSSAF, de l'inspection du travail, de la gendarmerie, pour que le juge suive et que les sanctions soient de plus en plus fortes, qu'il y ait des peines de prison effectives pour des employeurs qui utilisent le travail au noir. Après, à la justice de déterminer la gradation, mais qui est vraiment des sanctions très très fortes. Sur les 55 milliards d'euros que vous avez évoqués, 55 milliards d'euros de manque à gagner, parce que ça comblerait notre déficit budgétaire. Ça pouvait être aussi simple, j'aimerais bien, mais ça ferait nos affaires sur le plan général. Un chiffre 55 milliards. Un chiffre de l'INSEE. 55 milliards, c'est le chiffre du contrôle des prélèvements obligatoires, donc, qui a été pris. Enfin, les 55 milliards, c'est l'ensemble du phénomène de fraude en France, en dehors de la fraude aux prestations sociales. Donc c'est fraude fiscale, fraude sociale. En dehors de la fraude aux prestations sociales. Je touche indûment telle prestation sociale. Donc c'est la fraude, c'est ce qu'on n'encaisse pas. Et c'est ce qu'on n'encaisse pas essentiellement sur 2 sujets. Le travail illégal, entre 8 et 12 milliards d'euros, et la TVA, les carrousels de TVA, là encore des organisations criminelles qui mettent en place des systèmes criminels sur la TVA. Donc on est en train de s'en occuper d'une manière très, très, très puissante. Donc le travail au noir, c'est de 8 à 12 milliards d'euros. C'est énorme déjà. À peu près. C'est considérable, évidemment, mais c'est de cela. Et la répression, évidemment, elle amène en fait tout simplement les gens à se poser la question, est-ce que j'utilise ou pas le travail au noir? Et dans les particuliers, pour les particuliers, ça n'a aucun intérêt d'utiliser des gens au noir, parce qu'aujourd'hui, ça leur coûte pas moins cher d'utiliser des gens au noir que de les déclarer. Donc ça n'a aucun intérêt. Et les formalités administratives sont simplifiées. S'il faut continuer à les simplifier, on continuera à les simplifier. Et puis pour les entreprises, le risque était aujourd'hui absolument considérable. Pascal Cherki. Non, moi je retiens 2 choses. D'abord, la première, c'est que je vais avoir une discussion avec le secrétaire général de la ville de Paris, après le reportage. Une discussion sérieuse? Oui, pour qu'on revoie l'efficacité de nos contrôles. Les yeux dans les yeux? Non, mais je pense que tout le monde l'aura, mais il faut qu'on revoie peut-être l'efficacité de nos contrôles, parce qu'il faut aussi qu'on prenne en compte notre propre responsabilité. Mais moi, je maintiens ce que j'ai dit. Cette parole est entendue. Je maintiens ce que j'ai dit, monsieur Pujadas. En matière de financement électoral, quand un élu ne respecte pas la loi, il est inéligible. Et d'ailleurs, c'est la sanction, l'épée de Damoclès, qui fait qu'on fait très attention lors des campagnes électorales sur le financement des campagnes électorales. Quand une entreprise organise la sous-traitance, parce que son objectif, c'est de garder sa marge, et que c'est une grosse entreprise qui est cotée en bourse, qui verse des dividendes à ses actionnaires, si vous ne faites pas une sanction automatique d'exclusion des marchés publics, donc de la commande publique. Mais peut-on interdire à une entreprise d'avoir recours à la sous-traitance? C'est très compliqué. Qu'il soit responsable de ce qui se passe. Responsable pour le sous-traitant. Ils préféreront d'un point de vue... je termine 5 secondes. Ils préféreront économiquement jouer à la loterie des contrôles et se dire qu'éventuellement, une fois ils se feront attraper avec un sous-traitant, ils paieront une petite amende et ils laisseront faire, parce que la loterie des contrôles, vu la faiblesse des moyens accordés à l'inspection du travail, fait qu'économiquement, ce sera plus rentable pour eux pour le faire. Il faut attaquer les gens au portefeuille. Voilà. C'est sur la question du partage du profit qu'il faut se poser la question. J'ai pas de difficulté là-dessus. On va renforcer tous les moyens juridiques. On est en train de le faire. On l'a déjà fait l'année dernière. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a fait parce que ce serait peut-être un peu long. Mais en même temps, on doit... Oui, le donneur d'ordre. Je vous ferai remarquer, par exemple, les URSSAF peuvent tout simplement maintenant appuyer des contrôles ou des sanctions immédiates sur des PV réalisés par la gendarmerie. Parce qu'avant, il fallait que l'URSSAF aille faire son contrôle elle-même, même si la gendarmerie ou la police. Aujourd'hui, tout ça est normalisé. C'est des moyens supplémentaires qui sont mis pour les contrôleurs. Les contrôleurs font un travail extraordinaire, formidable, pas facile. C'est très difficile aujourd'hui de faire ce métier. Ils le font bien. Il faut donner des moyens, pas uniquement des moyens financiers ou des moyens humains, il faut donner des moyens juridiques, des moyens informatiques, rapprocher les fichiers. On est en train d'obtenir des autorisations de la part de la CNIL pour rapprocher des fichiers sociaux avec des fichiers fiscaux pour mieux débusquer la fraude là où elle est. Le contrôle moderne, c'est un contrôle qui est ciblé. Parce que si c'est pas ciblé, ça marche pas, il y a trop de monde. Donc le il mot faut de la cibler. fin, Éric Aubin. Nous avons fait 3 propositions pour combattre le travail illégal. La première, c'est de pouvoir vérifier que les prix pratiqués dans les marchés de sous-traitance permettent d'appliquer le droit français, ce qui n'est pas toujours le cas. La deuxième, c'est de limiter la sous-traitance, parce qu'on ne peut pas interdire la sous-traitance, mais il faut arrêter cette sous-traitance en cascade qui est source de travail illégal, de mauvaises conditions de travail, d'accidents du travail. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est effectivement la responsabilité sociale, fiscale et pénale des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants. Ces 3 mesures-là pourraient effectivement faire que le travail illégal baissera. Voilà, eh bien merci à vous. C'est sur ce mot, sur ces paroles que ce débat s'achève. On voit qu'il y a des propositions, on voit que beaucoup de gens travaillent. On voit aussi que le film a suscité certaines interrogations, sans doute des suites, notre droit de suite. Vous le verrez bien sûr dans nos prochains numéros et le débat se poursuit également sur France2.fr. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve
dans 15 jours.